As-tu un souvenir précis ou flou de Goldorak? Ah bah non, j'ai un souvenir précis, parce que c'était... Parce qu'on t'en parle tous les jours, déjà. Dans l'épisode précédent, Pierre Tessier nous avouait sa tendresse pour les aînés. Parce que leur parole est éclairée, elle est pleine de bon sens, de mesure, de peine et de joie. Alors moi aussi, je me délecte à l'écouter. Surtout lorsqu'il s'agit de celle de Catherine Lafont, dont le palmarès laisse bouche bée. Côté série, on trouve notamment Happy Days, 8 ça suffit, Chérie fais-moi peur, Dallas, Dynasty, Magnum, Tonnerre mécanique, Supercopter. Côté dessin animé, Maya l'abeille, Rémi sans famille, Albator, Ulysse 31, Cobra, J'aime et les hologrammes, Princesse Sarah, et bien sûr la star de tous les robots géants, Goldorak, où Catherine faisait Phénicia, la sœur du prince Actarus. Et puis il y a aussi Harry Potter avec le personnage de, alors pardon pour les puristes, je risque d'écorcher le nom, Molly Weasley. Malgré tout, Catherine fait montre d'une humilité qui l'honore et qui force le respect. Quel souvenir a-t-elle des années 70-80 ? Que pense-t-elle du parcours de son fils, Thomas Sagols ? Quelle réflexion porte-t-elle sur le milieu et son évolution ? Écoutons l'adorable Catherine Lafont nous délivrer son témoignage rare et gorgé d'expérience. Bonjour Catherine et bienvenue dans DVTI. Tu es comédienne, directrice artistique et adaptatrice. Où est-ce que tu te sens le plus à ta place ? Comme comédienne. Ah oui ? Ah oui. C'était sûr, hein, t'as pas hésité, hein ? Ah non, pas du tout, non. Pourquoi donc ? Ça te plaît moins, directrice artistique ou... Parce que j'ai essayé ça, parce que gentiment on m'a ouvert cette porte. Donc d'abord la direction c'était artistique entre guillemets. J'ai fait des jolies choses, hein. J'ai fait des belles séries, j'ai fait des choses comme ça qui étaient très intéressantes avec des gens bien, puis ça a duré un certain temps. Mais c'est pas vraiment ma place. Je veux dire, je me sentais pas, c'est pas que je me sentais pas légitime, mais je veux dire que voilà, je l'ai fait, j'ai été très heureuse de faire certaines choses, des belles séries comme Einstein, comme Picasso, comme qu'est-ce que vous dites, Sons of Anarchy, oui. Ouais, j'ai fait aussi Law and Order, oui. Police judiciaire, je l'ai adapté et je l'ai dirigé. Tout ça, c'est des très très beaux souvenirs, mais c'était pas mon envie première. Moi, je suis comédienne, je suis pas, voilà. Tu t'es pas ennuyée non plus, c'était pas... Ah, pas du tout, okay. C'était pas... Ah non, pas du tout. C'était un vrai plaisir. Non, c'était un vrai plaisir, mais ma passion profonde, c'était de jouer la comédie. C'est pas de... Ça t'avait manqué quand tu dirigeais, du coup ou... Oui, parce que malheureusement, quand tu diriges, petit à petit, on t'oublie. Ouais. Et finalement, on t'appelle plus en disant, bah oui, mais maintenant, elle dirige, elle a moins de temps, elle a moins de... Bon, voilà, ça c'est... C'est pas la première à me le dire. Oui, bah, j'imagine, parce que je pense que tout... C'est le piège, entre guillemets. Oui, c'est le piège, et on se laisse prendre, parce que moi, la boîte qui m'a proposé ça en premier, c'était Synchro France, hein, c'était Jean-Pierre Stémer qui dirigeait, quelqu'un que j'aimais infiniment, qui m'avait fait beaucoup travailler comme comédienne, donc quand il m'a dit, tu sais, j'aimerais bien que tu diriges... Je trouvais ça hyper gentil et j'avais envie d'essayer, c'était bien. Puis petit à petit, je me suis laissé prendre. C'était de la curiosité de ton côté ? Juste de la curiosité ? Oh bah oui, puis oui, la curiosité, puis l'envie, non. Franchement, c'était pas une envie. On me le proposait, donc j'avais même pas à avoir envie puisque ça venait. Je veux dire que chez eux, c'était. Après, bon, j'ai essayé de diversifier un petit peu parce qu'on m'a dit t'es en train de mettre tes œufs dans le même panier, c'est pas bien. Ouais. J'ai dit oui, en effet, certainement. J'ai essayé d'autres maisons pour qui j'ai travaillé un petit peu, comme Nice Fellow, comme des maisons comme ça. J'ai travaillé pour eux un peu. Mais après, ne travaillant plus comme comédienne, il fallait quand même que je trouve une solution dans ma vie pour continuer de travailler, de manger, de nourrir mon fils, puisque j'en avais plus qu'un à l'époque, l'autre était grand, était parti. Ouais. Et puis parce que petit à petit, oui, j'aimais ça aussi. Je peux pas te dire que j'aimais pas, mais entre la façon dont j'ai commencé ce métier, moi, au doublage, et ce qu'il est devenu après. Tout ce qu'on a imposé comme rapidité, comme comment dire, manque de aller au plus vite pour perdre le moins de temps et que ça coûte le moins cher, ça je sais pas faire. Je savais pas faire. Donc j'avais toujours du dépassement, j'avais des choses comme ça. Mais j'ai été très heureuse. Hein. J'ai rencontré des gens super que j'aurais. Puis il y avait des gens où je me disais bon, les diriger. C'est un peu compliqué. Puis je trouve que diriger au doublage... Pourquoi ? Dans quel sens ? Dans le sens où d'abord c'était d'excellents comédiens, donc à la limite je me disais c'est bien de les avoir, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire de plus, même si je connais bien le film, même si
j'ai des choses à leur dire sur leur personnage. Il y a des moments où tu te dis, oui, voilà, mais ils vont trouver, en gros, je dis pas qu'ils vont trouver tout seuls. Je peux les mettre sur les rails, mais j'ai rien à dire. Je suis pas directive, j'étais pas du tout directive. Hein. Je veux dire que je trouvais formidable de construire quelque chose avec les comédiens, mais que chacun apporte ce qu'il avait à dire aussi. Est-ce que tu avais la même démarche en tant que comédienne? T'aimais bien qu'on te laisse là? Non, c'est l'inverse. Non, j'aimais bien qu'on me dirige. J'aimais bien qu'on me dise des choses. J'aimais bien travailler. Bah alors tu vois. Ben oui, mais parce que je pense que tout le monde n'est pas comme ça forcément. Il y a des gens qui aiment bien qu'on les laisse. Et moi, j'aimais bien quand les comédiens me proposaient des choses et je me disais tiens, c'est marrant, je m'attendais pas à ça, mais c'est cool, c'est bien, on va le garder, on va. Voilà. Après. Ça a quand même duré 25 ans, hein, donc je peux pas dire que j'ai souffert pendant 25 ans, tu vois, je te mentirais si je te disais ça. C'est ça, j'ai pas du tout souffert, j'ai été très heureuse de certaines choses, oui, complètement. Tu me rassures quand même. Ah bah oui, non, si, mais si, bien sûr que oui, ça c'est, si. Non mais tu vois, même quelqu'un qui a l'habitude et qui apporte, qui est force de proposition, il a toujours besoin d'un regard objectif extérieur. Bien sûr, mais ça c'est le partage. D'un seul coup, tu partages avec l'autre, tu peux ne pas avoir les mêmes idées, auquel cas, c'est toi qui tranches à l'arrivée, puis c'est toi le chef. Donc tu te dis, bah non, je suis pas d'accord, ça marchera pas dans le... Voilà, ça tu peux le faire, mais en même temps, c'est bien qu'un comédien ait assez confiance pour te dire, moi je verrais ça comme ça. Ça, c'était bien. Mais après, c'était une affaire de... Je suis très affective, moi, hein, comme voilà. Donc, je réagis beaucoup avec mon affect et quand j'aime bien les gens, j'ai envie de faire bien avec eux, mais j'ai toujours peur de les blesser ou de les... Bon, ça, c'est des choses qu'il faut pas... Voilà. Faut pas avoir ça dans sa tête quand on veut diriger. Faut détacher le professionnel de l'affect. Peut-être parce que moi, en tant que comédienne, il y a des gens où j'ai quitté leur plateau en pleurant. Ah mince. Et non... Mais en pleurant parce que t'étais malheureuse ouais, parce qu'il y avait des choses qui me blessaient profondément et j'étais pas... Oui, ça m'est arrivé. Pas parce que t'avais joué, hein, ce que t'avais échangé avec le DA, c'est ça? Oui, pas du tout. Oui, bon, ça, c'est pas bien. Tu sais, moi, j'ai eu une grande chance, j'ai travaillé avec Marcel Carné. Tu vois, qui est Marcel, oui. Ah oui, c'est voilà. Il y a très très longtemps et ça me fait rire maintenant, mais il avait fait son dernier film qui s'appelait La merveilleuse visite ou La visite de l'ange. C'est voilà, ça, il y a eu les deux noms, les deux titres ont été en bisbille pendant tout un temps et ça s'appelait La visite de l'ange. Et en fait, j'ai été choisie sur le rôle d'une petite américaine qui jouait la petite amie de l'ange descendu sur terre et tout. Et Marcel Carné était un monsieur qui était très sanguin, qui était très voilà, que t'es un génie parce que comme beaucoup d'hommes à l'époque ou bah écoute, encore cette génération-là, je l'ai pas connu malheureusement. Hein. J'ai connu Marcel Carné, mais il était à 2 ou 3 ans de sa mort. Je veux dire, il avait 81 ans, 82 ans, je crois. Okay. Il avait un faible certain pour le monsieur pour le jeune homme magnifique qu'il avait pris pour jouer l'ange. Okay. Et il y avait donc une semaine d'enregistrement et au bout de 3 jours. Chaque fois que ce garçon qui n'était pas comédien, qui était mannequin et se plantait, c'est moi qui prenais. Il me disait non mais mademoiselle, c'est pas ça du tout. Donc il y a eu un moment où ça a été too much et où je rentrais à la maison, j'avais mal au ventre, j'avais mal au cœur, j'étais pas bien, je dormais pas. Je suis partie. Ah oui. Et je lui ai dit je m'en vais et parce que je lui ai dit monsieur, je sens bien que ça colle pas, que ça va pas. J'ai pas du tout envie de continuer comme ça. D'abord parce que je pourrais pas, et puis ensuite parce que j'ai pas envie. Ça a été un immense plaisir de vous rencontrer, de vous connaître, mais je me casse, je m'en vais. Enfin, je m'en vais. Oui. Et il m'a rattrapé très gentiment en haut de l'escalier en me disant non, mais venez demain, on verra ça demain. Et je suis venue, j'ai rattrapé ce que j'avais pas fait la veille et le comédien est revenu et voilà. C'est mieux passé. Ah bah oui, jusqu'au bout ça a été oui. Ah, tout est bien qui finit bien. Mais tu vois, dire à Carné, je m'en vais. Bah mais fallait le faire. Hein, je l'ai fait. Bah oui, c'était fait. Voilà, ça a été fait. Mais comme ça qu'on grandit. Oui, absolument, absolument, tout à fait. Puis quelquefois tu te heurtes à des gens qui te mettent pas à l'aise sur un plateau. Tu sais qu'ils t'aiment bien. Mais ils ont pas trouvé voilà, il y en a qui me terrorisaient, oui, c'est vrai, que j'étais pas du tout à l'aise avec eux. Et en même temps, bon, ça n'avait aucune incidence. Tu parles en doublage ou à l'image?
Ah non, je te parle en doublage. Doublage? En image, j'ai jamais connu ça, non. Ok. Non, jamais. Okay. Et au théâtre, j'ai jamais connu ça non plus. J'ai connu des metteurs en scène difficiles, pas simples, voilà, mais que ce soit Jean Piat, que ce soit Jean Le Poulain, tout ça, moi je travaillais avec eux. C'était tout à fait, c'était complètement génial. C'était toutes les pièces de théâtre que j'ai faites, c'était absolument, c'était super. Hein, les gens avec qui j'ai travaillé, c'était une vraie confiance, un vrai échange. Puis c'était leur choix et j'étais très heureuse qu'ils m'aient choisi en fait. Comme quand j'ai tourné, enfin je veux dire, c'était voilà. Mais donc, mais il y a qu'au doublage, je me suis sentie de temps en temps un peu. Pas tout le temps. Non, mais non. De rares fois, de rares fois. De rares fois, mais bon. Oui. Non, mais attends, comment tu veux que j'ai fait autant de choses et que j'ai pu. Et que j'ai tellement ri dans ce métier, je me suis tellement amusée. Ah, c'est ça qu'on veut entendre aussi. Ah, mais bien sûr, mais merci la vie, là, oui, complètement. Ouais. On s'est tellement amusés, on avait tellement de bons moments, tellement de. Eh ben, on va en parler. Oui. D'abord, en 1964, c'est l'année du bac. Oui. C'est quoi ce film et que représente-t-il pour toi? Ah ben beaucoup, parce que d'abord je venais d'entrer au centre de la rue Blanche, donc j'avais 16 ans et demi, et moi j'étais rentrée avec une dérogation parce qu'on ne pouvait pas rentrer avant 16 ans, et qu'en fait, il fallait une autorisation des parents et des professeurs qui acceptent que tu rentres. Donc voilà, j'avais passé mes 2 petites scènes gentiment. Attends, tu me dis qu'on ne pouvait pas rentrer avant 16 ans? Avant 16 ans. Et tu avais 16 ans et demi. Donc c'est bon? J'avais 15 ans et demi. 15 ans et demi, j'allais avoir 16 ans au mois d'août. D'accord, je vois. Et j'ai passé le concours en juin. Donc tu vois, voilà. Comme les surdoués, alors tu as sauté la classe? Alors voilà, j'ai sauté la classe, oui, au grand désespoir. Pas au désespoir de mes parents, mais je leur ai dit j'arrête l'école et je veux rentrer rue Blanche. Ah oui. Je te remets dans le contexte, ça remonte à il y a maintenant 65 ans. Et ils étaient drôlement chouettes parce que ni l'un ni l'autre m'ont dit non, simplement en me disant chérie, cours de théâtre. Faut avoir de l'argent pour faire ça et nous on n'en a pas. Donc ah oui, mais j'ai dit c'est pas grave parce que moi j'ai passé le concours de la rue Blanche, j'ai été reçue, c'est une école d'État, donc il y a pas d'argent, il y a pas de sous, c'est pas la peine, c'est des cours, donc ils m'ont laissé aller magnifiquement. Et puis l'année du bac, ce film, je voulais partir en vacances avec une amie du centre, on voulait partir à Ibiza. Et on cherchait les films ou les séries, enfin les télé où on pourrait faire de la figuration pour avoir un petit peu d'argent pour partir et tout. Puis je suis arrivée sur l'année du bac et ils m'ont dit vous êtes là pour les essais? Je dis non, pas du tout, moi je cherche de la figuration parce que je voudrais partir en vacances. Donc voilà. Et c'était José-André Lacour qui allait réaliser, qui était l'auteur de la pièce, puisque ça a été une pièce avant. D'accord. Et moi je reprenais le rôle de Michel Bardolet dans le film. D'accord. Et donc, ce film, et ils m'ont dit, oui, mais c'est dommage, il faudrait peut-être essayer de passer les essais quand même, ce serait bien. Et j'ai passé les essais et j'ai été prise, voilà. Ouais, donc, ça a été le coup de bol total. Petit cadeau de la vie. Comment? Un petit cadeau de la vie. Ah, bah complètement, encore un. Ouais, enfin, déjà, on va dire le premier peut-être. Ah, bah ça a été le premier, oui, c'était la rue Blanche a été le premier. La rue Blanche a été le premier. Deuxième. Après, ça a été génial, ça a été super. Et ça t'a ouvert des portes? Alors, ça m'a donné un agent. Ce qui était déjà très bien parce qu'à l'époque, c'était pas simple non plus. Ce que j'allais dire, c'était courant à l'époque? Oui, bah, il y en avait, c'était plus facile que maintenant en tout cas. Ah ouais? Ah oui. Ok. C'était plus facile que maintenant, donc je suis rentrée chez une dame qui s'appelait Lucienne Tan, qui était à l'époque qui avait la moitié de Paris sous son aile. Et donc, elle m'a trouvé des choses petit à petit. J'ai fait ma première télé, j'ai fait mes premiers pas comme ça. Et puis ensuite, j'ai joué au théâtre très vite. Et en fait, j'ai tourné très vite. J'ai tenté le conservatoire que j'ai pas eu. Et puis, j'avais un professeur qui s'appelait Manuel, qui m'a dit, tu sais, Robert Manuel, qui m'a dit, tu sais, perds pas ton temps en attendant le français. Ça viendra pas. Ils viennent de prendre l'année dernière, ils ont pris une fille du conservatoire qui vient d'entrer. T'es toute jeune, t'as plein de choses à faire, mais pas ça. Quand tu dis le français, c'est la comédie française? Ah bah ouais. ouais, ça c'était voilà. Bah oui, l'objectif. Oui, j'ai passé mes soirées au pigeonnier de la Comédie Française pour voir parce qu'on avait des places, on pouvait y aller sans avoir à aller voir tout ça parce que je trouvais ça absolument magique et c'est ce que je voulais, c'était ça. C'est ce que j'ai pas fait. Voilà. Donc j'ai fait autre chose, mais pas ça. D'accord. Non, mais c'est marrant de remettre dans le contexte et de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans
Qu'est-ce que tu avais dans la tête comme objectif J'avais ça, j'avais le français, oui. À une époque, c'était même sûr que je ne ferais pas autre chose que du théâtre et je ne toucherais jamais au cinéma, je ne toucherais jamais à la télé. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était le Graal, c'est ce que je voulais trouver, c'était ma place et je l'aurais voulu là, quoi, en fait. Peut-être est-ce que parce que la télé n'avait pas encore la dimension qu'elle a maintenant ou oui, enfin, cela dit, j'ai toujours la même... quand je rentre dans un théâtre pour aller voir les comédiens, j'ai toujours cette même bouffée d'émerveillement. Ah bah ouais, complètement, ouais, okay. de cette odeur qui est absolument magique et je devine les coulisses, je devine tout ça. Puis j'ai joué dans des beaux théâtres, j'ai joué au Théâtre de Paris, j'ai joué à la Porte Saint-Martin, j'ai joué dans des maisons de la culture aussi où les théâtres étaient magnifiques et étaient donc oui, c'était le théâtre, c'était ça que je voulais. J'avais pas l'impression que autre chose allait venir et allait m'intéresser autant et que ça allait autant me... Mais bon, si, j'ai fait des belles télés, j'ai fait, voilà... Pour en avoir discuté un petit peu avec Jean Barnet, j'ai l'impression que les gens de ta génération étaient très portés sur le théâtre ou portaient le théâtre au nu, finalement, plus que la télé ou la radio, ou tu vois ? Absolument, donc absolument. J'ai l'impression que tu me confirmes ça. Mais je confirme tout à fait, parce que je crois que oui, en effet, on était... Jean, je crois qu'il est entré au conservatoire un peu avant moi. Enfin, moi, je suis pas rentrée, mais je veux dire, dans ma génération... Enfin, il était au conservatoire quand nous, on était au centre. Et oui, on avait ça en nous, on avait envie de les concours du conservatoire, on les ratait pas, c'était une autre façon de voir ce métier, c'était autre chose, c'était tout à fait différent, si tu veux. Maintenant, bon, je sais pas comment ça se passe. Enfin, si, je sais comment ça se passe parce que j'ai un fils qui est comédien, donc je sais comment ça se passe. C'est quand il passe une audition, quand il est, voilà, tout ça, je sais. Mais je sais pas, ça fonctionnait différemment. On était porté par autre chose. C'était quoi qui vous portait, tu saurais te dire ? C'est Parce que c'est pas l'argent. Au théâtre, tu gagnes pas bien l'argent. Non. Tu gagnes pas bien ta vie. Non, mais je crois qu'à la base, dans ce métier, tu partais pas avec des idées d'argent. En tout cas, à cette époque-là, pas du tout. À l'époque. Du tout. À l'époque, bah oui, maintenant c'est devenu différent. Mais à l'époque, pas du tout. On te donnait ton cachet et t'étais très contente de le prendre. Tu sais, j'ai commencé au théâtre. Le premier truc que j'ai fait au théâtre, c'était du théâtre pour enfants. Ouais. Et c'était pendant que j'étais au centre, parce qu'il fallait bien que je gagne un petit peu d'argent quand même, c'était une nécessité. J'avais papa, maman, mais c'était compliqué pour eux, donc voilà. Et j'ai fait de la radio très très vite. J'ai fait de la radio pour les enfants, c'était les jeudis de France 2. Et c'était en public, c'est dans ça des salles publiques. Donné goût au travail de la voix. Ah, complètement. C'est la radio. Le micro, j'adore. Ouais. J'adore le micro. C'est venu là, à ce moment-là. La radio, oui, j'ai toujours aimé les micros, j'aime ça, j'adore ça. Ouais. Mais j'adorais la radio. Après, j'ai fait plein de choses belles avec des gens super, que ce soit des dramatiques, que ce soit ce qu'on appelait à l'époque des dramatiques ou des feuilletons, des choses comme ça, c'était super, c'était absolument... Une dramatique à l'époque, c'était quoi ? C'était combien de temps ? C'était 1h30. Comme un feuilleton ou c'était des unitaires ? Ça dépendait, c'était des unitaires, et puis tu avais des feuilletons aussi, où tu pouvais faire des tas de choses différentes, écrites par des auteurs spécialement pour la radio. Wow. C'était extraordinaire, la radio à l'époque, les bruitages se faisaient en même temps que ce que tu faisais, c'était juste impensable, quoi. C'était top, c'était super. Et les gens regardaient, c'était quel horaire ? Le soir, la journée ? C'était le soir à 9h, ça passait à 21h. Donc les gens écoutaient ça comme on regarde un film. Exactement, comme tu regardes une... Puis t'avais des radios en direct. Moi, j'ai fait beaucoup des livres des voix. C'était magnifique, ça. C'était un auteur qui était interviewé. Okay. Et... tu lisais des passages. Voilà, exactement, en direct. Et ça, c'était chouette, quoi. C'était bien. C'était bien le direct, t'avais pas l'appréhension de... Si. Le track, ça fait partie du métier. Ah ouais, moi je suis... T'es une traqueuse ? Complètement. Et combien de fois j'ai souhaité que le théâtre prenne feu pour pas entrer en scène, combien de fois j'ai espéré tout ça. Ok, je demanderai à Thomas s'il a hérité de ça. Non, je crois pas. Ok. Donc l'année du bac, on a vu ça. Oui. De 66 à 85, tu as fait beaucoup de télé. Ouais.
Comment c'était de tourner pour la télé à cette époque? C'était le parcours du combattant, parce que là, fallait rencontrer les metteurs en scène. Alors, il y avait à l'ORTF, puisque c'était encore l'ORTF à l'époque. Ouais. On allait à ce qu'on appelait dans le couloir de la honte. C'est quoi ça? C'était un couloir où il y avait tous les bureaux des réalisateurs. D'accord. Et pourquoi la honte? Parce qu'on se faisait refouler Non, on se faisait... on essayait d'entrer surtout. On y allait avec notre petit bouc. Et puis, on se mettait à la queue leu en attendant pour aller voir un tel, et bien connaître l'assistant parce que tu avais tourné avec et tu lui disais, tu sais, j'aimerais bien rencontrer. Je vais voir si je peux t'avoir un rendez-vous. Donc, ça se passait comme ça parce que les agents ne pouvaient pas tout faire non plus. Et puis, il y avait une dame à l'entrée de l'ORTF, je me souviens toute ma vie, qui s'appelait Madame Champeau. Et qui nous disait, on allait la voir, elle disait, oui, alors faut voir un tel vous pour donnez l'instant. des astuces. Allez-y. Oui, il fallait trouver un peu. Ok. Et en fait, c'est comme ça, j'ai travaillé vite et bon, comme tout le monde, j'ai eu des moments difficiles. Hein, ça a été. Il y avait beaucoup de concurrence ou pas? Oui, il y avait beaucoup de gens dans ce couloir de la honte. Il y avait beaucoup de gens dans le couloir de la honte. Ouais. Oui, il y avait beaucoup de gens. Est-ce que quand tu te retrouves comme ça, un peu à la queue leu, il y a un petit côté un peu déshumanisant ou un peu humiliant ou... Oui. Ouais. C'était pas toujours simple. Hein. C'était un peu compliqué d'un seul coup de se retrouver en se disant tiens, elle a peut-être une chance de le faire. On était toujours sur les mêmes coups avec Myriam Boyer. Ok. Parce que physiquement, on avait une similitude. Une similitude et on se retrouvait avec Myriam très souvent, mais on était copines. Ouais. On n'était pas, on se tirait pas dans les pattes. On n'était pas là pour se. De manière générale, il y avait une bonne ambiance de camaraderie ou c'était vraiment de la compétition un peu sévère? Tout dépend de ta nature aussi. Tu sais, en règle générale, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont compétiteurs dans l'âme et d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà, moi, j'ai pas ce sentiment-là. Donc j'avais envie de rencontrer des gens, bien évidemment, de pouvoir expliquer ou parler avec un metteur en scène, lui dire on m'a dit que vous faisiez ça et qu'il soit intéressé et qu'il soit comme c'est comme ça que j'ai fait Nance le Berger, qui a été un méga feuilleton. Ouais. Est-ce que tu as vécu une évolution ou un changement de mentalité et de pratique pendant ces 20 ans dans ce milieu professionnel? Lequel? Tu veux parler du doublage ou la télé? Non, toujours, ouais. Oui, je pense, oui, ça a évolué. Hein. C'est sûr que ça a évolué. Dans quel sens, tu dirais? Déjà, c'est devenu, à un moment donné, il y a eu des choses plus compliquées. Les castings sont arrivés, donc on n'avait plus affaire complètement au metteur en scène. Il fallait passer par un casting qui te voyait, qui avait envie de te voir ou pas te voir, qui montrait ce que tu avais fait ou pas. C'était une sorte d'essai que tu passais, mais plus avec le metteur en scène. Donc c'était. Ça mettait une petite barrière, une petite distance? Ça mettait une grande distance, ça la met toujours. Hein. Je pense que c'est les castings maintenant qui voient les comédiens, c'est pas les metteurs en scène. Les metteurs en scène, ils voient maintenant ce que lui apporte leur casting. Le directeur casting. En se disant, Mais oui, en ça a complètement évolué. T'as vécu cet avènement, en fait, des directeurs et directrices casting, c'est ça? C'est ça, oui, c'est arrivé à ce moment-là. Mais en même temps, je comprends pas. Mais c'est pas grave de pas comprendre. Hein. J'ai un fils qui est réalisateur. Bon, pardon, je vais me mettre pas. Ouais, j'ai un fils qui est réalisateur et quand je lui dis, mais du coup, les comédiens, tu les vois plus? Il me dit, si, je les vois, bien sûr. Je les reçois une fois que j'ai vu. Mais en bout de course, voilà. Une fois qu'il a présélectionné. Mais t'as pas envie de trouver. Enfin, je sais pas, quand tu les vois là. Ouais, il me dit si, bien sûr, mais il me dit maman, ça fonctionne comme ça maintenant, je peux pas te. Thomas, il passe des castings aussi, c'est pareil, donc. Il y a un moment donné où tu te dis, mais ça déshumanise les choses. Je trouve que ça enlève cette espèce de challenge qu'il y a à séduire quelqu'un pour essayer d'entrer dans son monde et lui dire, mais je peux travailler avec vous, je peux être, je sais pas si je peux être celle que vous attendez sur tel rôle ou sur tel. On avait ça au départ. Moi, j'ai connu ça avec des metteurs en scène qu'il fallait persuader qu'on pouvait le faire. Et ça, c'était un challenge. Je trouve que c'était chouette. C'était bien, ça. Et maintenant, c'est plus la même chose. Quand je vois parfois Thomas qui fait un essai sur sa vidéo à lui et c'est sa femme qui tient et je lui dis, mais tu vas en faire quoi? Il me dit, je l'envoie. Je lui dis, à qui? Au casting, parce que... Mais ça me
tord l'estomac parce que je me dis... Ils appellent alors, ça des tapes aujourd'hui. Ils font ça. Voilà. Ça doit être ça. Ils font des ça tapes. doit être ça. Ça sont des C'est tapes. des self-tapes. Et ben voilà. Donc voilà. Ouais. Et je trouve qu'en effet, comme tu dis, ça déshumanise les choses. Ça perd de son charme, entre guillemets. Ouais, ça perd de son charme. Il y a un truc qui s'est perdu. Oui. Et sens. quand, au fait de vouloir absolument ou d'avoir... quelquefois, oui, il y avait des façons d'arriver différentes, parce qu'on peut être pistonné, parce qu'on peut être... mais à la base, quand tu connais personne, bah, t'y vas avec ton culot, ton envie, ton talent si t'en as, si t'as la chance d'en avoir, et puis ce que tu te sens capable de faire ou pas, quoi. C'était ça, surtout. Tout le monde sur le même pied d'égalité. Bah oui, un peu, c'est bien. Mais c'est plus tout à fait ça, mais bon. Tu trouves que ça enlève ça? Même si c'est plus même la même personne, mais c'est peut-être les mêmes paramètres, non? Oui, j'imagine que ça doit être les mêmes paramètres. Après, il y a très longtemps, je suis allée au moment des vacances, je suis allée sur le tournage de mon fils aîné. Il y avait, je sais pas, 30 ans que j'ai pas mis les pieds sur un plateau de tournage. Quel effet ça t'a fait? Ah, j'étais contente. De retrouver les caméras, l'équipe technique. Ah ouais, ça m'a fait hyper comme à la plaisir. maison. Bah ouais, c'était top. Ça, c'était vraiment bien. Ah, c'est une chose que je regrette. J'ai jamais tourné avec lui et j'aurais adoré faire ça. Il n'est pas trop tard. Ah, Mathieu. Je vais lui passer la vidéo et puis je vais surligner ce petit moment. Oui, bien sûr. Comment et pourquoi as-tu bifurqué vers le doublage? Ah, alors, voilà, j'ai deux passions dans la vie, moi. J'ai ma famille. Et ma famille, elle passe avant tout. Voilà. Mes fils, mes petits-enfants, mes belles-filles, parce que je les aime toutes les deux, donc pas dire le contraire. Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Et mon métier. Ouais. Mais quand j'en ai eu un à 20 ans, et l'autre à 40. J'ai fait un tournage où j'ai rencontré Hélène Tossi, qui était une dame qui était au Français et qui faisait beaucoup de doublage et qui m'a dit mais tu sais, un jour, il faudrait que tu viennes me voir parce que ce serait bien pour que... J'ai dit bah oui, bien sûr, avec plaisir, sûrement. Puis Jacques Deschamps, avec qui j'avais joué au théâtre, avec qui j'ai tourné et qui m'a dit bah ce serait bien qu'un jour tu viennes me voir. Et j'ai fait Madame Colombo pour la première fois. J'ai fait une réplique de Madame Colombo en disant vous n'avez pas vu mon mari. Dans un Colombo. C'est la première fois que j'ai mis les... Wow. Et après, ça a été la porte ouverte. Bah, pareil, ça a été... Tu te rappelles ce que tu as fait, ce que tu as ressenti, la sensation que tu as eue quand tu as... Mais j'ai eu un trac de malade. Ouais. Parce qu'il y avait plein de monde sur le plateau, donc c'est toujours... et que lui me disait, mais arrête avec son accent... Un peu du midi quand même, mais arrête, c'est rien, allez, tu vas voir, ça va. Et ça fait un drôle d'effet, quand on n'a jamais fait, ça fait un drôle d'effet quand même. Donc voilà, oui, j'ai ressenti ça, j'avais un trac de malade tout le temps. En gros, c'est... Oui, je suis une grosse traqueuse. Donc si t'as le trac, enfin si tu le sens ou tu le ressens arriver, c'est bon signe, c'est que tu fais quelque chose qui te plaît. Ouais, c'est ça, okay. C'est ça. J'ai un trac qui pousse. J'ai pas un trac qui bloque. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Mais j'y vais. C'est un bon trac alors. Oui, c'est un bon trac, oui, mais même encore maintenant, tu sais, quand je travaille moins, par la force des choses, beaucoup moins, et quand j'ai eu le plaisir de travailler avec toi, j'avais l'estomac complètement noué. Ah, mais bien sûr que oui, mais pas que toi. Hein. C'est pas toi qui m'as fait peur, c'est moi qui me retrouve devant. Bien, mais bon. Mais oui, mais j'ai toujours eu le trac. Hein. Je l'ai eu en dirigeant, je l'ai eu en jouant la comédie. Je passe ma vie à être anxieuse, quoi. On va dire, voilà. Bon, j'espère que tu vas trouver la clé quand même. Mais écoute, il serait temps. Oui. Tu te rappelles ce qui t'a séduit le plus dans l'exercice du doublage? Ah oui, ce qui m'a séduit le plus... Déjà, c'est de me retrouver avec la possibilité de doubler des comédiens super et pour qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration aussi, et puis que je trouvais ça merveilleux qu'il soit sur l'écran et je trouvais que il le méritait ô combien. Donc oui, il y a un film dont je suis très très fière. Dis-moi. Je vais le dire je vais pas oublier ce que c'est, mais j'ai fait un film qui s'appelait Vera Drake. Vera Drake. De Mike Lee. Ok. Et cette comédienne absolument incroyable, qui est anglaise, qui joue, alors je ne te dirai pas son nom parce que je suis oubliée. Voilà. Ok. Mais elle a eu l'Oscar l'année où c'est sorti. D'accord.
Et on a très très peu parlé parce qu'en fait l'histoire, c'était l'histoire d'une femme dans l'Angleterre de Mike Leigh qui traite toujours de la classe un peu populaire. Et cette femme faisait des ménages, s'occupait de sa famille et tout ça. Et elle, c'était une faiseuse d'anges. Et donc quand elle a eu mais pour faire du bien, pas pour gagner de l'argent. Hein. Elle essayait d'aider quand une jeune fille se retrouvait enceinte et qu'à l'époque où ça se passait, c'était pas autorisé. Ah. Mais quand c'est arrivé aux États-Unis, même si elle a eu l'Oscar, on en a très 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 peu parlé. Le sujet n'était un peu pas censuré. Mais un peu beaucoup même, oui. Ah. Et ce film est magnifique. Et voilà, c'est un de mes grands. C'est quelque chose que j'ai adoré faire et je l'ai fait grâce à Jean-Claude Sachot, qui était un magnifique comédien et il y a eu des essais de fait et le DA trouvait pas en disant mais je trouve pas, le client veut pas. Et il a dit gentiment pourquoi c'est pas Catherine. Ah bah oui, j'avais pas pensé, c'est une bonne idée. Et ce personnage, j'ai adoré la trouver parce que je l'ai trouvée grâce à sa démarche et sa respiration. C'est une petite souris qui se déplace dans tous les... Elle est magnifique, cette comédienne. Elle est absolument incroyable et je l'ai trouvée à travers ça. Donc c'est le visuel qui t'a fait trouver le personnage. Ah bah complètement. Bah de toute façon, si tu regardes pas ton acteur, tu peux pas bien jouer la comédie, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, moi, Alors, comment t'as fait pour bien jouer la comédie quand je t'ai convoqué pour un jeu vidéo où il n'y avait pas d'image, alors? Bah, parce que t'étais là. Moi, mais non. Parce que t'as aussi une bonne parce oreille. Que tu me disais ce qu'il fallait faire. Ah bah, l'oreille, ça compte aussi. Voilà. Bah, t'écoutes. Voilà. Forcément, si tu écoutes pas, si tu regardes pas, tu peux pas faire ce que le comédien fait sur l'écran. Elle dit, Mathieu, tu m'as quand même expliqué, tu m'as dit, là, elle est pas contente, là, elle est contente, t'as tant de temps pour le faire. J'étais quand même un peu là pour ça. Mais bon. Bah oui, bah justement, on est bien d'accord. Et heureusement, d'ailleurs, heureusement. Bon, alors attention les oreilles, parce qu'on va s'attaquer à ton incroyable voxographie à la télé. C'est tout bonnement étourdissant. Ah oui. Les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas comprendre l'impact qu'ont eu ces œuvres sur le public. Pour donner un équivalent, c'est comme si chacune des séries que je vais citer était le Game of Thrones ou le Stranger Things de leur temps. Mais bien sûr. Il n'y avait pas autant de chaînes, donc ce qui passait était massif. Allez-y. Happy Days. Oh oui. 8, ça suffit. Oui. Chérie, fais-moi peur. Oh oui. Dallas. Oui. Dynasty. Oui. Magnum. Oui. Tonnerre mécanique. Oui. Supercopter. Oui. Et ça, c'est uniquement pour les séries. Alors, je laisse volontairement les dessins animés de côté pour le moment. En travaillant autant, est-ce que tu avais le temps de regarder ces séries à la maison, toi? Non, je les ai vues après. Ça m'arrive de temps en temps quand Agence Touriste qui est repassée là il y a quelque temps, ça m'amusait de passer dessus pour voir et pour écouter. D'abord parce qu'il y avait des gens que j'adorais dedans qui sont plus là aujourd'hui, donc ça c'est compliqué, ça quelquefois. Dominique Paturel, Francis Lax. Moi, ça c'est Francis Lax, c'est lui qui m'a présenté c'était un ami de ma sœur qui était pas du tout dans le métier, mais voilà, il était ami, on sait pas pourquoi, et on saura pas, et c'est pas l'histoire. Et elle lui a dit, ma petite sœur voudrait faire du théâtre, qu'est-ce que t'en penses? Et Francis m'a fait lire 3 trucs, il m'a dit, je vais t'emmener voir mon beau-père, qui était Roger Dornez. Roger Dornez, c'était le directeur du Vieux Colombier. Il avait travaillé au Français, D'accord. Et c'est lui qui m'a préparé pour rentrer au centre de la rue Blanche. Ah. Donc voilà. Marrant. Petit recoupage comme ça. Ok. Après, j'ai beaucoup travaillé avec Francis, parce que Magnum, c'était lui. Oui. Parce que voilà, c'était... Plein de choses, c'était lui. De toute façon, toute l'équipe de l'agence touriste, là, moi, qu'est-ce que j'ai pu la regarder, cette série? Ah bah oui, je comprends. J'étais fan. C'était sympa. J'étais un petit garçon, et l'agence touriste, c'est du bricolage, en fait. Ah bah, dans chaque épisode, il bricole un truc. Il bricole un truc, donc oui. Moi, j'étais comme un fou. Ah bah, je comprends, parce que j'ai pas ce talent, mais du coup, j'ai de l'admiration pour ça. Et puis voilà, c'est là aussi que j'ai rencontré, en tout cas, la voix de Guy Chapelier. Oui, aussi, mais bien sûr. Puis il y avait Henri Djanik aussi. Henri Djanik sur Barracuda, bien sûr, on en avait bien parlé. sûr, il était top, il était incroyable. Magique. C'était une voix absolument incroyable, venue de l'au-delà. Hein. Ouais. La voix d'Henri, c'était mais absolument hallucinant. En plateau, il faisait trembler les murs. Ah bah il pouvait, il pouvait faire trembler les murs. Oui. C'était impressionnant quand tu les entendais, quand tu les voyais comme ça à la barre, tous les 4. Oui. Ah bah c'était impressionnant, oui, c'était impressionnant de les voir. Et puis Dominique Paturel, c'était le charme incarné, donc à la ville comme à la scène, donc c'était un comédien absolument charmant. Il jouait pas son personnage Hannibal. Ah non, il était. Ou alors
JR dans Dallas. Ouais, ça c'était étonnant. C'était lui ça. en fait, c'était lui. Complètement. Ça c'était complètement, oui, absolument. Et puis il avait une voix absolument incroyable et une voix, un talent, quelque chose que je l'ai eu sur un jeu vidéo. Et puis genre j'étais comme un fou qu'ils disent oui. Et il est venu avec toute la classe dont il savait faire preuve. Oui. C'est-à-dire sans fin. Et écoute, c'était 2 heures d'enregistrement. J'ai pas dit un mot. J'étais à la télé, j'écoutais, j'étais émerveillé, j'avais les larmes aux yeux, je comprends, oui. Et je validais réplique après réplique. J'ai pas dit une direction, il avait tout compris, il avait jamais fait de jeu vidéo, mais il comprenait tout, puis c'était quelqu'un de tellement gentil. Il était gentil, vraiment, ouais. Il était gentil, généreux, et c'était un partenaire étonnant, quoi. Je veux dire que avec lui, il suffisait d'écouter ce qu'il faisait, parce que le doublage, c'est ça aussi. Ouais. Il faut écouter ce que fait ton partenaire. Si tu veux répondre dans le bon sens, c'est pas simplement écouter. Bien sûr que c'est primordial d'écouter ce qui se passe sur l'écran et de regarder le comédien que tu doubles. Mais quand tu as la chance de travailler à 2 ou à 3 sur des scènes, ce qui, avec l'histoire du Covid, a quand même été beaucoup plus compliqué depuis une certaine époque, tout se fait tout seul. Et c'est très dommage. Quand tu pouvais te répondre, il faut écouter ce que dit ton partenaire. Il ne faut pas se contenter de regarder la bande et de dire « c'est à moi, allons-y, je vais… » Non, il y a tout ça, il faut faire un amalgame de tout ça. Et l'écran, et ce que tu vois, ce que tu entends pendant les répétitions, puisque l'autre va faire à côté de toi pour lui répondre dans le bon sens. C'est-à-dire, s'il te pose une question ou si d'un seul coup, lui a décidé de mettre un point, savoir toi comment tu vas faire pour te rattraper et répondre intelligemment. Donc, voilà, il y a ça aussi. Mais Dominique, il avait tout pour ça. Et il c'était quelqu'un qui se glissait dans tous les personnages comme un caméléon, et puis au théâtre, il était magique, quoi. Il donnait le là, il n'y avait plus qu'à suivre. Voilà, il n'y avait plus qu'à suivre, et c'est ce qu'on a fait pendant des années. Alors, moi, j'étais là très souvent dans Agence Touriste, qu'elle était là souvent, mais elle faisait partie du truc, mais eux, tous les 4, ils avaient une magnifique complicité, et ils se complétaient parfaitement, et ils étaient tous absolument parfaits. Ouais, ça, c'était super. Est-ce qu'on te reconnaissait dans la rue dès que tu parlais? Parce que quand même, tu étais un peu partout à la télé. Hein. Écoute, ça m'est arrivé, oui, plusieurs fois qu'on me dise « Ah, mais je connais votre voix. Ah, mais c'est la voix de… Ah, mais oui, mais vous êtes… » Oui, ça m'est arrivé, bien sûr, par exemple, Colombo, j'en ai fait beaucoup. Ouais. J'en ai fait beaucoup comme guest, hein, j'en ai fait beaucoup, donc à l'époque ça marchait très fort aussi, donc tu m'étonnes. Les gens regardaient beaucoup, Magnum aussi, c'était ça, puis Dynasty, ça a marché formidablement, Fallon dans Dynasty, je l'ai entendu, oui, mais je vous connais, Est-ce qu'il y a une de ces séries qui te reste en mémoire particulièrement? Une série qui me reste en mémoire particulièrement? Écoute, j'ai fait Fame, que j'ai adoré faire. Fame, c'était le film ou c'était… Les deux. Il y avait une série? Ok. Il y a eu un film. Le film, bien sûr que je connais le film, mais je ne savais pas qu'il y avait une série. Il y a eu une série qui a été faite où en même temps, des années plus tard? Ah non, quelques années plus tard. Ok. Donc j'ai fait le film et j'ai fait la série parce que c'était Jacques personnage? Barclay. C'était pas la même comédienne, ça se passait pas du tout de la même façon parce que le film était magnifique et superbe, mais là c'était… Non, c'était très drôle. Puis il y avait tout le monde là. Il y avait Patrick Poivet, il y avait Marie-Christine Dara, il y avait Marc-François, il y avait tout le monde était là, quoi. Je veux dire, on y était tous. Il y avait Isabelle Ganz, il y avait un nombre incroyable c'était vraiment une école. Et donc on se retrouvait et on s'est éclaté comme des fous. On a ri, on s'est amusé, il y avait José Lucioni aussi, on s'est hyper éclaté comme des fous pendant des années. On a fait ça. Puis après, ça a changé. C'était chez Jacques Barclay, donc c'est parti de chez lui. Okay. Et c'est allé à la Sophie. Ouais. Donc on a continué tous ensemble de façon… Il y avait Jean… tu viens de faire un podcast, enfin, j'avais Jean Violette. Le papa de Vincent. Ouais, le papa de Vincent qui était là, qui était un monsieur magnifique, superbe, d'une gentillesse, mais d'une retenue absolument… c'est ce que m'a dit Vincent, qu'il a une espèce d'une humilité incroyable. Incroyable. Et c'était qui le plus farceur?
Le plus farceur de toute cette bande-là. Oh, c'était Patrick quand même, Poivet. Patrick Poivet. Ouais, c'était Donc même Patrick. chose, même on l'entend comme il est. Mais c'est ça, tout à fait, c'était ça, tout à fait. Oh bah oui, Patrick, c'était ça. Génial. Bon, Daisy Duke, dans Chérie, fais-moi peur, Oui. c'était quelque chose, dis-moi. Elle a fait tourner la tête de plus d'un garçon. Eh oui. Est-ce que tu avais l'impression d'employer tes talents à leur juste valeur ou de devoir rabaisser ton jeu ou de rendre plus caricatural pour coller avec les propos populaires de l'époque? Ah bah je rentrais à fond dedans, ça c'était complètement. Oui, j'étais pas en. Je veux dire que j'ai aucun a priori sur la façon dont les personnages peuvent parler ou peuvent ça là-dessus, ça me gênait absolument pas. Absolument pas. On t'a dit, tiens, c'est la bimbo, là, en plein oui, milieu. Oui, c'est ça, mais c'est sorti comme ça et c'est bien, c'était bien que ça sorte comme ça. Et puis, c'était fait chez SND, c'était Jenny Gérard et Michel Gaz qui dirigeaient. Donc, c'était Jean Drose, d'ailleurs, qui dirigeait. Mais il y avait dedans, il y avait des gens absolument incroyables. Il y avait Roger Carrel, il y avait Claude Joseph. Tu vois qui c'est, Claude Joseph? Ouais. Il y avait des gens comme ça, hein, et on s'est amusé comme des fous. Alors, il y avait Patrick Fieri, et non pas. Je sais pas qui c'est. Avec Guy. Okay. Les deux. Ok. Guy a dû bien le prononcer, moi pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, si t'as travaillé avec Patrick Fiori, t'as beaucoup de chance. J'ai dit non, c'était pas lui. Je le sais, il me l'aurait chanté, lui, sûrement. De Paris, oui, c'est ok. C'est ça, oui, c'était. Non, c'est. Okay. Et c'était extraordinaire. On s'est amusé comme des fous. C'était un truc de dingue, ça. C'était un truc de malade, quoi. Pourquoi un truc de dingue? Parce que l'ambiance, tu veux dire? L'ambiance était dingue. Puis déjà, ce qui se passait sur l'écran, c'était pas triste non plus. C'était foufou, ouais. Donc, oui, complètement. Oui, complètement, absolument. C'était la même ambiance sur le plateau que. Oui, on essayait en tout cas de rendre tout ça. C'était toujours très gai. Moi, j'ai jamais connu. Enfin, si, j'ai connu des plateaux pas gays. Ouais. Des plateaux où j'étais pas où je me sentais pas à l'aise. C'est vrai. Mais par contre, en revanche, j'ai tellement ri depuis que je fais ce métier que c'est un bonheur. Je le dirai jamais assez parce que je pense que ça fait partie maintenant. Les gens rient beaucoup moins, les jeunes rient beaucoup moins, je trouve. Je suis d'accord. Beaucoup. Et je trouve que tout ça est devenu un peu prise de tête, alors que pas du tout de mon temps, à mon époque, on riait beaucoup plus que ça. On s'amusait beaucoup plus que ça. On avait certainement des pensées profondes, faut pas croire, ça veut pas dire qu'on était... mais il y avait toujours une espèce de joie à faire tout ça et de se retrouver. Et je trouve que ça manque un peu de tout ça maintenant. Tellement content de te l'entendre dire. Bon. Ah oui. Tu te rappelles comment ils rentraient dans leur voiture, les Dukes, là? Ils glissaient sur le capot. Sur le capot et ils rentraient directement... Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça, les garçons, sur le canapé de... Non, on n'a pas eu droit à ça. On n'a pas eu droit à ça, non. Okay. Non, on n'a pas eu droit à ça. Après les séries télé, place aux dessins animés. Alors les Dragon Ball et les One Piece de leur temps, il y avait Maya l'abeille. Oui. Rémi sans famille. Oui. Albator. Oui. Ulysse 31. Oui. Cobra. Ouais. J'aime et les hologrammes. Ah, oui. Princesse Sarah. Ouais. Et plein d'autres, dont un avec un robot géant que je garde pour juste après. Luc Hamet m'a dit, si tu émeus un enfant, tu le fidélises pour la vie. Es-tu consciente d'avoir touché autant d'enfants au travers de ton travail? Écoute, j'espère. Consciente, je sais pas. T'en as un devant toi déjà. Écoute. J'espère beaucoup. J'ai bien sûr que oui. Il a raison, certainement, Luc, je sais pas. Mais sûrement, je sais pas maintenant si je sais qu'il y a certainement des jeunes qui me disent mais ça m'est arrivé avec des ingénieurs du son qui sont jeunes qui arrivaient et j'ai retrouvé sur un plateau qui d'un seul coup me disaient mais oui mais alors mais vous étiez avec le grand robot dont tu veux pas parler tout de suite mais oui. Ah là, puis vous étiez Zora Larousse aussi. Oui. Oui, et puis vous étiez dans Cobra. Ah bon? Ça c'était des choses qui me... Effectivement, oui, il y a des moments où j'ai un peu oui, ça s'amalgame un peu beaucoup, là. Il y avait La Guerre des Planètes aussi, qui était une série que j'aimais beaucoup, moi, La Guerre des Planètes. Ok, je sais pas connu. Mais, si. Il y a eu ça, si. Et en fait, c'était top, c'était génial, mais j'espère que ça a donné du bonheur, en tout cas, que ça a apporté du bonheur. Plus que du bonheur, aujourd'hui, c'est une Madeleine de Proust, tout ça, pour tellement de gens. Oui, puis ça leur apporte certainement de bons souvenirs. Ça, je suis certaine que oui, il n'y a pas de problème. Puis comme tu dis, c'est une époque, alors au-delà de la nostalgie,
tu l'as dit toi-même, c'est une époque où on savait rire et prendre les choses vraiment au second degré, beaucoup plus que maintenant. Donc quand on va chercher ça, des souvenirs ou des moments de cette époque-là, c'est aussi pour retrouver cette insouciance. Mais bien sûr, bien sûr que oui, c'est tout à fait. Une insouciance qui est évidemment décuplée quand il s'avère que tu étais un enfant à l'époque. Bien sûr, donc, et que évidemment. Voilà. Tout à fait. Ces dessins animés, je te dis, vont rappeler tellement de souvenirs et de sensations à plein de gens. Pour ma part, je les associe aux années d'école. Alors, pas la torture soporifique des cours de maths, non, mais la délivrance de la sortie et la récompense d'allumer la télé en se goinfrant de tartines de Nutella en s'en mettant plein sur le canapé en tissu vert des parents. Bien sûr. C'est des couleurs, des senteurs. Et à toi, qu'est-ce qu'il t'évoque ? Écoute, moi, ça m'évoque tout ce que je t'ai dit, cette espèce de bonheur que j'avais. D'abord, c'était très drôle parce qu'on les enchaînait les uns derrière les autres, faut bien dire. Ouais. Je crois que un de ceux où on s'est le plus amusé, c'est Jem et les hologrammes. Ah ouais. Ah mais c'était tout et je veux rien démystifier parce que tout est beau, tout est magnifique. Mais d'abord, ça venait à une époque où on travaillait énormément, donc on faisait ça le soir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des gens qui ont vécu l'époque qui me disaient le dessin animé, c'était plus le soir. C'était le soir et puis c'était, tu terminais les programmes normaux quand je peux dire normaux, parce qu'on avait la chance d'avoir énormément de travail et ça c'est une chance énorme. Et puis le soir, les séries ou un téléfilm. Donc tout le monde était fatigué, donc les bêtises sortaient naturellement. Tout était matière à fou rire. Et le nombre de fou rires qu'on a pu avoir sur Jem et les hologrammes, c'était incroyable. On a ri comme des fous et c'est Pierre Trabeau qui nous dirigeait à l'époque. Tortue géniale. Ah là là, magnifique, oui, complètement. Magnifique, puis c'était un monsieur magnifique, enfin je veux dire, qui faisait semblant de nous dire qu'on lui cassait les pieds et que ça l'énervait et que tout ça, et que était le premier à rire et que était le premier à... Ça c'était absolument incroyable, oui, ça a été... Mais je pense que toutes ces sensations-là, oui, moi je les ai bien en moi, c'est des souvenirs qui reviennent aussi au niveau des enregistrements, pas de l'écoute, mais des enregistrements et des moments puis on osait faire des choses, c'était incroyable ce qu'on osait faire. Ah bah oui. Des choses aussi qui manquent aussi un peu aujourd'hui, et ce grain de folie. Mais oui, alors je trouve que parfois j'écoute, bien sûr quand les gens parlent et je te fais un petit clin d'œil par rapport à tout à l'heure où je t'ai dit, moi je parle pas aussi... Parfois, il y a des interviews, des choses où j'entends des comédiens parler ou même se parler et je me dis alors soit c'est moi qui ai vraiment les neurones qui sont fatigués, ce qui est très possible, c'est très très possible, parce que c'est des mots que je connais pas bien. Mais pourquoi on parle plus simplement d'un rôle quand on en parle? Pourquoi on est obligé d'employer des périphrases ou des mots hyper compliqués pour dire des choses très simples en fait, qui sont celles des sentiments ou celles de ce qui se passe sur l'écran, Pourquoi on est obligé de se compliquer la vie comme ça et de se prendre le chou alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, en fait, entre travailler un rôle et se compliquer la vie, c'est deux choses différentes, je trouve, complètement. Après, je suis pas sûre de ce que ça apporte ou pas. Moi, j'ai été en cours avec des gens qui étaient au français, mes professeurs étaient au français. C'était Eddie Billis et Robert Manuel. C'était tous ces gens-là c'était Berthe Bovy, c'était des gens comme ça qui étaient des gens absolument incroyables et superbes, mais qui nous ont jamais appris ça, quoi. Qui nous ont appris à lire un texte, à savoir ce que les mots voulaient dire, à savoir ce que c'était une situation, à savoir essayer de parler français quand c'était possible, de respecter une écriture, de savoir ce que c'était qu'une virgule, un point virgule, comment ça s'employait, comment dire un vers, comment dire les vers, tout ça, quoi. Je veux dire, et pour que d'un seul coup, quand on jouait Marivaux, on ait l'impression de jouer une série d'aujourd'hui où tu parles avec tes mots à toi, mais qu'on ait la même impression quand tu disais du Marivaux. Alors populariser, tu veux dire, c'était ça le sens? Je sais pas si je pense simplifier. Ouais. C'est pas populariser parce que populariser, c'est... Oui, pourquoi pas aussi, si tu veux, mais je pense que Marivaux se popularise pas. Il se simplifie dans la compréhension. Bon, je prends Marivaux comme je prendrais Shakespeare, ou je veux dire, tout ça, c'est au-dessus de nous. Enfin, je veux dire, ça fait partie des... Mais je crois qu'on se complique la vie à plaisir. Et parfois, quand on entend des gens parler au moment du Festival de Cannes, des gens qui d'un seul coup viennent présenter leur film, et tu dis,
Mais je comprends pas tout ce qu'il dit. J'ai dû rater un épisode, j'ai pas tout bien compris. Parce que ça s'emberlificote les pieds dans des... Ouais. Alors que quelquefois, c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est souvent beaucoup plus simple que Oui. ça. Mais peut-être que certaines personnes, pour anoblir leur profession, Bien sûr. tentent de complexifier. Est-ce qu'elle a besoin de ça, notre profession, pour être anoblie ? Je pense pas. Je pense qu'elle est noble en soi, il faut la respecter. Ce métier, il demande un respect incroyable. Il te trahit jamais, sauf le jour où toi tu le trahis. Hein. Je veux dire, le jour où il te trahit ou tu trahis, Comment ça fait tu peux mal. trahir ton métier ? Eh ben, en faisant des choses pas bien, en n'étant pas respectueux de certaines choses, en n'étant pas... Donc dans l'humain. Tout à fait, tout à fait. Ah bah oui, parce que sur une œuvre, après, tu as un metteur en scène qui te demande de faire les pieds au mur en disant... en jouant du... Oui, bien sûr, ça c'est... Tu suis ton metteur en scène. Mhm. Non, je parle humainement parlant. Ok. Dans la façon dont tu te comportes, dont tu te conduis, il y a des choses qui se font pas, puis des choses qui se font. Il y a mais il y a des choses qui se font pas. Hmm. Moi, je suis... Et puis, il faut être très respectueux de... Tu vois, j'ai vu arriver des jeunes comédiens, enfin, des jeunes gens qui voulaient faire du doublage. Mhm. Voilà. Et qui me disaient, à qui je disais, mais tu as pris des cours ou tu sais ce que c'est Ah non, mais moi je lis très bien et Ah oui, mais c'est pas ça faire du doublage. C'est pas lire. Il faut que tu joues la comédie. Ah oui, mais la bande, je la vois bien, là, je peux... Oui, non, mais ça, j'en doute pas une seule seconde. Voilà, tu vas le faire. Eh ben, tu sais quoi, on va essayer. Et ça m'est arrivé de le faire. On va essayer, vas-y. Puisque la bande, tu la connais, tu regardes la scène 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, on y va. Ouais, d'accord. Et tu peux être sûr qu'au bout de la première réplique, c'était fini, il n'y avait plus personne. Mhm. Mais il n'y avait plus personne parce que, entre le trac... Et pourtant, c'était pas agressif, hein, mon truc. C'était, vas-y, puisque tu sais, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais c'était le fait de savoir dire que tant que c'est un métier de comédien, le doublage, il faut être comédien. Il faut que ça vienne du ventre, du cœur, de la tête aussi, mais c'est pas un métier de... D'abord, on n'est pas des doubleurs. On est des comédiens de doublage. Les doubleurs, c'est les boîtes qui reçoivent les projets, qui s'occupent de ça. Ça, c'est eux, les doubleurs. Nous, on est des comédiens. On fait du doublage, on fait de la radio, on fait de la pub, on tourne, on joue au théâtre, mais on est des comédiens. On n'est pas des doubleurs. C'est pas vrai. Et ça s'apprend pas comme ça se fait pas comme ça. Il faut avoir des notions de comédie, Alors sûrement, on peut apprendre sur le tas. Ça, je sais pas. Moi, je l'ai pas fait. J'ai jamais encouragé personne à le faire. Est-ce qu'on peut apprendre ou est-ce qu'on s'améliore ? On s'améliore. Mais on apprend toujours, tu sais bien. Dans la vie, on apprend toujours. On regarde, on apprend. Mais on s'améliore. Bien sûr que oui, on s'améliore. Et puis la technique, petit à petit, quand tu peux te débarrasser de la technique, ce qui déjà est bien. Parce qu'alors, de temps en temps, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué au sens, mais ne pas bafouiller, ne pas. Voilà, ça fait partie de ce qu'il faut savoir faire, savoir respirer, aligner les grandes phrases sans avoir besoin de voilà, à la fin. Mais en revanche, il faut, quand tu peux te débarrasser, après, tu n'es plus concentré que sur le jeu. Et ça, c'est le plus important quand même. C'est ce qui va sortir. Et moi, je suis pas une adepte du one take. Hein. Ça m'a jamais estomaqué, ça. D'accord. Ah ouais, c'est un comédien qui fait un one take qui dit ah ouais, mais là bah oui, t'as fait un one take, oui. Alors, mais par contre, il va falloir. Alors, c'était pas systématique, hein. Mais quand je dirigeais, c'était oui, mais on va essayer de le refaire parce qu'il manque ça et ça. Mais ça m'a jamais. Je sais qu'il y a des gens qui sont, par exemple, Guy Chapelier. Pour mon fils, pour Thomas, c'est le plus beau liseur qu'ils connaissent. Mmh. Et un jour, je lui ai dit pourquoi. Il me dit parce que quand Guy lit un texte, et il l'avait vu à la radio, il me dit non seulement je comprends tout ce qu'il fait, mais si je ferme les yeux, je suis dans le livre. Ouais. Et je lui dis oui, ça c'est en effet c'est un immense compliment parce que d'abord parce que tu me l'as jamais dit, et puis ensuite de ça non, Thomas, je plaisante. Bon allez, parlons de Goldorak. Oui. Parce que c'est l'un des pères fondateurs de la Japanimation. Oui.
en tout cas l'un des grands responsables de son succès à l'international. Tu fais Phénicia, la sœur d'Actarus. Mais oui. As-tu un souvenir précis ou flou de Goldorak? Ah bah non, j'ai un souvenir précis, parce que c'était... Parce qu'on t'en parle tous les jours, déjà. non, mais on m'en parle. Oui, on en parle, et puis on en a reparlé, et puis... Mais d'abord, ça m'a... D'abord, j'ai pas aimé, moi, à la base. À la base, les dessins animés japonais, c'était pas tellement trop mon truc. Et là, alors, on était en plein dedans, il n'y a pas de problème. C'était quoi qui te dérangeait? Côté, le graphisme qui était trop saillant Ben oui, puis je me disais comment je vais faire pour lui donner du sentiment à cette jeune fille qui est si mignonne et qui est... Comment je vais faire? Parce que en fait, tout ça me paraissait un peu abrupt, mais ça marchait formidablement. Tu vois, ça a marché formidablement, et on est arrivé avec Daniel Gall et tout ça, on est arrivé à se parler, on est arrivé à ce que ça devienne T'as eu une appréhension au début? Ah oui, au début, je me sens... Oui, parfois, je me sens pas toujours légitime là où je suis, mais là, c'était... Mais en même temps, j'y ai pris beaucoup de plaisir, hein. Ça a été un bonheur, ça a été un vrai bonheur de le faire. C'était quoi cet obstacle qui te faisait peur, qui t'effrayait? C'était le visuel? Tu te retrouvais pas dedans? Ouais, ça m'intéressait pas trop, en fait. Okay. C'était ça le truc. Il y avait une distance qui s'est créée entre l'œuvre. Voilà, ça n'était pas trop mon truc. C'était plus pour les petits garçons, je dois avouer. C'était plus pour les petits garçons, absolument. Oui, ça c'est vrai. Hein, voilà. Franchement, c'était pour les petits garçons. Donc étant une grande fille, peut-être que c'était moins ton truc. Oui, je pense que les filles, moi j'ai eu 2 fils, dont un qui l'a vu, hein, qui est plus âgé que toi, beaucoup plus, et puis Tom, qu'on a vu quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. Mais c'est vrai que c'était plus pour les petits garçons. C'était plus... Mais en même temps, ça a été tu sais, quand j'ai fait Sons of Anarchy, je me suis retrouvée avec toutes ces grosses motos énormes. C'était pas beaucoup pour les petites filles non plus. Hein. Ah non. Ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il y avait que des barbus au casting. Il y avait que des énormes barbus, il y avait que des grosses voix, il y avait que des... Puis je l'ai fait quand même pendant... C'est Jean Roche qui les a dirigés d'abord. Ouais. Ensuite, c'est Martine Mérag qui avait un rôle très important dedans et qui malheureusement est partie beaucoup trop vite. Et c'est Martine qui a dit mais pourquoi vous prenez pas Catherine, puisqu'elle a un rôle dedans et qu'elle en a déjà adapté, pourquoi vous la prenez pas en direction de plateau? Et à la base, sincèrement, j'avais dit non, déjà, les motos, je connais pas bien. Déjà, je m'accroche pour les adapter parce que je sais pas de quoi je parle. Donc, en gros, c'est compliqué. Et je veux pas dire de bêtises. Aujourd'hui, Catherine, t'as Google, tu regardes le modèle de la moto. Oui, c'est ça. C'est quoi un transistor? Mais c'était bon. Et puis, ils étaient tous magnifiques, c'était super. Et la série était magnifique, mais magnifique. Ouais, j'ai très peu vu d'ailleurs, mais le peu que j'ai vu, ça m'a donné envie. Ah là là, c'était superbe. Faut que je me trouve un temps pour voir ça. Superbe. Mais tout ça pour te dire que parfois tu te dis oula, ça j'y arriverai jamais. Et puis après j'étais accro comme une malade. J'étais super contente quand on recommençait. Et je les aimais bien. J'aimais bien tous. Ils étaient tous top complètement. T'es là malheureusement là enfin en tout cas tu es, c'est un fait, la dernière survivante de la distribution. Tu m'as dit qu'il y avait eu un événement organisé quelque part au Grand Rex, c'était le Grand Rex? C'est ça, c'était au Grand Rex pour la fête c'était les 43 ou 45 ans de Goldorak, il y a quelques mois. Alors, c'était comment? Écoute, c'était... d'abord, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, c'était une projection? C'était une projection de certains épisodes, c'était toutes les musiques de Goldorak étaient reprises par un orchestre, il y avait tout ça. C'était présenté par deux animateurs, deux chroniqueurs de télé qui sont top. C'est Manu Lévy et Florian... pardon à lui, je sais plus son... Voilà, ils étaient top et tout. Et là, il y avait déjà eu une première fête il y a deux ans avant. Et c'est pas moi j'avais pas voulu y aller. Moi, j'avais dit non. Déjà, t'avais été invité et là, pour le coup, t'avais refusé. Oui, j'avais dit non, je veux pas. Il y a Pierre Guillermo qui est encore là, hein, qui était un petit peu plus vieux que moi. D'accord. Et Pierre y est allé il y a 2 ans. Et là, c'est lui qui a dit non. Moi, cette fois, voilà. Le réalisateur devait venir et en fait, il a envoyé une petite vidéo. Il a envoyé une vidéo pour dire qu'il était désolé de pas être là, mais la classe à la japonaise, quoi. Total, oui, absolument. Et donc, il y a eu toute la soirée, c'était super. Et bon, l'organisateur de tout ça m'avait dit, mais tu sais, ce sera pas long, il y en aura pas pour longtemps.
Bon, en fait, ce serait vraiment bien que tu viennes, t'es la seule à pas être venue, ce serait un peu dommage et tout. Donc voilà, j'y suis allée parce que c'était... On t'a demandé gentiment, et puis voilà. Puis je me suis dit, bon, allez, c'est pas cool. En fait, tout le monde l'a fait et il n'y a plus personne. Donc, en gros, c'est vraiment pas cool. C'est sur tes épaules que ça repose. Hein ? C'est sur tes épaules que ça repose. Eh ben, voilà. Oui, c'est ça, c'était un peu ça. Oui, puis par rapport à tous mes copains, à tous les gens que j'aimais dans cette série, parce que ça a été quand même une belle aventure, il n'y a pas de problème. Je me devais bien de leur faire ça quand même, donc ça m'a permis de leur faire un petit bisou du haut du haut de la scène du Rex. Que t'as envoyé dans l'espace intersidéral. Voilà, absolument. C'est parti là-bas les voir, il n'y a pas de problème. Mais, écoute, je suis arrivée et puis ils m'ont mis un petit peu en me disant, bon voilà, les gens qui vont, enfin les deux messieurs qui vont présenter, tu vas être, ils vont te poser quelques questions, tu vas voir sur les dessins animés que tu as pu faire, sur tout ça. Et puis finalement, ils étaient dans la salle, ils ont chauffé un peu tout ça, et puis ils ont dit à un moment donné, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qui est-ce qui vous manque, qui est-ce que vous n'avez pas vu sur Goldorak, et c'est vrai qu'il y a eu, je sais pas combien de centaines de personnes, pour pas dire je sais pas combien contient le Rex, mais en disant mais Phénicia, et ça fait un très 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 drôle d'effet. C'est très. Pourtant, t'as fait des représentations théâtrales où il y avait pas mal de gens. Oui, mais ça c'est pas pareil. Alors c'est pas pareil parce que quand tu viens de jouer une pièce au théâtre, c'est toi qui l'as fait. C'est pas une voix, c'est toi. Et là, la différence avec ça, c'est que j'ai jamais pensé que ma voix, si tu veux, pouvait, ou le personnage, parce que c'est le personnage, tu as tout à fait raison, c'est le personnage, pouvait générer autant d'enthousiasme. Moi, je me suis fait, il y a des gens qui m'ont félicité au théâtre, voilà, tout ça, c'était top, c'était les applaudissements, mais là, tu vois le Rex entier qui se lève, tu te sens tout petit là. Hein. Moi, j'étais toute petite, donc je suis montée, et puis effectivement... j'ai été très très applaudie, ça c'était complètement génial, c'était très touchant, et puis j'en avais même les larmes aux yeux parce que ça fait beaucoup d'émotions. Même moi tu m'émeus là, rien qu'en parler. Et c'était top, c'était absolument top. Et en effet, ça n'a pas duré très longtemps. Je suis restée. Pas plus de 3 heures. Voilà. On ne peut pas parler de Goldorak sans évoquer Daniel Gall, qui prêtait son timbre si particulier à Actarus. Ouais. Je vais vous dire un petit mot sur ma rencontre avec lui. J'ai rencontré Daniel, il me semble, en 2008. Je crois que c'était sur le jeu Gears of War 2, dont on m'avait confié la DA. Quand je l'ai entendu parler, ça m'a fait tout drôle. Quand il s'est mis derrière le micro, j'ai lutté pour ne pas pleurer. Rien qu'à en parler, ça fait drôle. Ouh là là. Ce qui était fou, c'est qu'après une prise, il se tournait vers moi, plein de doutes, en me disant « Ça va, c'était bien, ça t'allait ?» Tout timide presque. À moi qui étais tout jeuneau et qui débutait, le grand Actarus qui me demande si ça va, je m'en remets toujours pas. Aurais-tu l'amabilité de nous dire un mot sur lui que tu connaissais bien ? Écoute, j'ai d'abord, avant de le connaître sur Goldorak, j'ai d'abord connu Daniel parce qu'il était au conservatoire, quand moi j'étais au centre, donc il était au conservatoire. Et donc on se connaissait parce qu'on se croisait aux sorties quand on allait au français, on y était tous ensemble. Quand on allait au concours du conservatoire, c'était nous les élèves du centre qui allions au conservatoire pour les voir, eux les grands, et pas eux qui venaient nous voir au centre. Mais bon, je l'ai connu comme ça. Je l'ai connu parce qu'on a eu des copains communs, donc ça c'était. Et puis parce qu'on a fait ensemble des films industriels. On s'est retrouvés un jour à tourner des films industriels, oui, pour des marques. Des marques des ou pour des entreprises qui voulaient, oui, c'est ça. Donc on s'est retrouvés plusieurs fois là-dessus. Et puis on a commencé à faire un petit peu de doublage ensemble avant Goldorak. Ouais. Et on s'est retrouvés sur Goldorak, puis après on s'est retrouvés sur Law & Order, parce qu'il avait quand même un des rôles principaux de Law & Order aussi. Et on s'entendait très bien. On s'entendait très très bien. Mais c'était quelqu'un aussi de très réservé, Daniel. Hein. C'était pas non plus voilà. Il était aussi voilà. Fallait pas en dire trop, fallait pas. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux et de drôle. Hein. Il prenait son métier extrêmement au sérieux, vraiment.
très très au sérieux et sans être embêtant ni pas du tout. Mais il était là pour bosser, il le savait, il était pour bien faire. Il était là pour bien faire. Il était top, ouais, tout à fait. Ouais, c'était quelqu'un de super. Une petite note pour les gamers. Daniel Gall faisait également le narrateur lorsqu'on créait son perso dans World of Warcraft à sa sortie. Les diverses mises à jour depuis 20 ans ont fait qu'il a été remplacé depuis. Pour les trentenaires, tu es davantage Molly dans Harry Potter, Julie Walters, je crois qu'elle s'appelle la comédienne. Oui. Que peux-tu nous dire sur ce personnage et sur l'univers d'Harry Potter ? Oh bah écoute, alors je vais te parler du personnage plus que des films, parce qu'en fait je les ai pas vus. Ok. Je les ai enregistrés, mais je les ai pas vus. C'était pas trop mon truc, donc je les ai pas vus. Enfin après, là je te suis parce que moi c'est pareil. Hein. À l'époque que c'est sorti, je les ai pas vus non plus. Tout le monde disait faut le voir. Et plus on me dit qu'il faut voir un truc, moins j'ai envie de le voir. Voilà. C'est mon esprit de contradiction peut-être, mais non, mais je comprends. Je les ai vus depuis, mais si tu veux, genre 10 ou 15 ans plus tard en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, tu verras ça quand tu auras envie. C'est pas. D'abord c'est une comédienne étonnante, hein. C'est une comédienne géniale et j'ai eu la chance de la doubler en même temps que les Harry Potter dans 2 téléfilms où elle était mais juste absolument incroyable. Alors quand j'ai fait les essais pour Harry Potter, j'étais pas du tout persuadée que ce serait pour moi. J'ai fait les essais parce que elle est ronde, elle est truculente, voilà. Alors avec elle, il m'est arrivé c'est pas une petite aventure, enfin c'est ce qui arrive quand c'est comme ça, c'est que bon, j'ai fait ces essais et j'ai été choisie. Bon, ce qui m'a fait un plaisir absolument incroyable et Tu la faisais d'abord sur la série ou c'est d'abord Harry Potter et après la série ? Non, c'était 2 téléfilms en même temps. C'était quasiment en même temps, pas dans la même maison de doublage, mais les clients avaient demandé que ce soit la même voix que dans les Harry Potter. Donc j'ai eu la chance de le faire et ça c'était super. Parce que c'était complètement différent de Molly, bien sûr, c'était un personnage complètement différent. Moi j'ai eu un plaisir infini parce que d'abord c'est une comédienne incroyable. Elle fait énormément de choses, elle est juste d'une justesse absolument étonnante. Elle est drôle, elle est touchante, elle est belle, elle est belle dans son jeu, elle est belle dans tout ça. Ça a été un vrai plaisir même si je la voyais un peu striée parce que tu sais quand on enregistrait, il fallait pas qu'on voit les images, il fallait pas que voilà. Alors après, j'ai vu parce que de temps en temps, j'ai un petit-fils qui a l'âge de voir Harry Potter, qui commence à avoir l'âge, donc je commence à voir Harry Potter avec lui. Donc voilà, pour l'instant, on est au premier, il a que 7 ans, donc on peut pas aller trop vite non plus. C'est vrai. C'est quand même encore un peu petit. Et puis, on m'a appelé il y a quelque temps pour faire des essais sur elle, il y a maintenant 7-8 ans quand même. Ouais. Et pour une série. Et je l'ai vue arriver et on a vieilli toutes les deux, parce que c'est logique. Oui. Ouais, on a fait ça ensemble. Mais du coup, je la remplis plus du tout. Du tout. Il y a un décalage qui s'est créé. J'ai fait les essais. Ouais. J'étais sûre que je l'aurais pas parce que moi, je trouvais ça pas bien. Je trouvais ça pas... Tu l'as senti, ouais. Oui, complètement. C'était pas ça du tout. Et c'est une comédienne que j'aime beaucoup qui l'a faite, c'est Josiane Pinson. D'accord. Qui est une super actrice, qui l'a fait, donc je trouve ça tout à fait bien et ça me rend pas du tout jalouse. J'étais désolée de plus le faire mais c'est comme ça. On a vieilli toutes les deux, mais pas pareil. Elle a pris du poids. Moi, j'en ai pas pris. J'en ai pris, mais pas dans la. Pas dans la voix. Pas dans la voix. Du poids dans la voix. Ouais. J'ai pas pris de poids dans la voix. Ouais. Et et surtout, elle a pris une autorité que j'ai pas. Et que je suis incapable de lui donner. C'est ça qu'il recherchait sur la série. C'est ce qu'il recherchait et c'est ce qu'il fallait. C'était une femme de tête, c'était... Voilà, donc... Dans Harry Potter, c'était quoi plus, le personnage ? Oui, complètement. Elle s'occupait de tous ses enfants. Elle était complètement fan d'Harry Potter. Elle l'adorait. Elle l'avait chez elle et toutes les bêtises des garçons et tout. Mais elle adorait ses enfants. Enfin, elle adore ses enfants, mais c'est toujours dans le mouvement. Vous n'êtes pas assez sage. C'est pas bien ce que vous avez fait. Tu sais, dans Harry Potter, il y a un moment ce qu'ils ont appelé la beuglante. C'est elle envoie à Poudlard. Poudlard. Oui. Merci. C'est le peu que je sais même pas beaucoup plus. Parce que... Oui, non, moi je deviens dyslexique à partir d'une certaine heure, donc tout va bien. Elle envoie à Poudlard une lettre à
à son fils. Et cette lettre s'agite, bien sûr, et c'était extraordinaire. Enfin, elle poussait une gueulante, mais incroyable. Et ils ont appelé ça la beuglante, ce qui est très, très juste. Et chaque fois qu'on me parle d'Harry Potter... On parle de ce passage. On me parle de ce passage en me disant, mais alors la beuglante, comment vous avez fait? Eh bien, miracle. Je l'ai fait en 2 fois, la beuglante. Ok. Et là, j'étais très contente parce que c'était énorme à faire. C'était super. C'était absolument... jamais autant beuglé que... Complètement. Okay. Ouais. Oui, tout à fait. Ok, je vois. Entre 1985 et 2000, il y a eu comme un hiatus dans ta voxographie. Tu t'étais éloigné des plateaux par choix? Non, pas du tout. J'ai dirigé à ce moment-là. J'ai dirigé et j'ai eu Thomas. Oui. C'était 85, tu me dis, c'est ça? Entre 85 et 2000. Ouais, c'est ça. C'est là où j'ai décidé, moi, de ne plus tourner, de ne plus jouer au théâtre. Parce que avoir un petit garçon à 40 ans, c'était génial. C'était ce que je voulais le plus. Donc, j'avais décidé de m'en occuper. Mais j'ai dirigé beaucoup. J'ai adapté aussi. D'accord. Et ça me prenait énormément de temps, mais du coup, j'étais plus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le fait de diriger, ça m'a écarté des plateaux complètement. D'accord, c'est ça la vraie raison. C'était pas un choix volontaire de ne plus faire la comédienne, entre guillemets. Non, mais la comédienne de doublage, non. De ne plus jouer, de ne plus tourner, moi, je voulais pas m'éloigner de lui, c'était pas possible. Et quand tu tournes, faut être une star pour pouvoir emmener ton bébé sur un tournage. Ouais. Et voilà. Puis je tournais pas des shows, enfin, j'avais la dernière proposition de théâtre que j'ai eue, j'étais enceinte de lui et j'ai dit non, je le ferai pas, c'était au Saint-Georges et j'ai dit non, je le ferai pas, je veux plus. Et ça a été douloureux, hein, parce que tu laisses pas ce métier partir comme... Enfin, mais je préférais être honnête par rapport à tout ça plutôt que de faire des trucs un peu bâtards en disant bah oui, ça j'accepte, non, ça j'accepte pas, ça c'est... Voilà. Cela dit, j'ai énormément travaillé au doublage parce que j'adaptais et je dirigeais. Donc ça, par contre, j'ai pas eu de période complètement morte, sauf comme comédienne. Et l'adaptation, ça va? T'as réussi à faire la maman et faire l'adaptatrice en même temps? Bah oui, parce que j'adaptais à la maison. Ouais. Donc déjà, c'était plus simple. Mais quand même, quand t'as un bébé à côté à t'occuper, non, mais attends, y a 2-3 trucs à faire. J'étais une maman moderne quand même. Donc il y avait quelqu'un qui allait le promener quand moi je pouvais pas. D'accord. Et qui... Voilà, non, mais je me suis toujours arrangée pour être là à la sortie de l'école, pour être... voilà, ce que j'ai pas fait toujours avec mon fils aîné. Parce que à l'époque, je jouais ou je tournais et je l'ai emmené beaucoup avec moi quand c'était les vacances et tout ça. Je l'emmenais avec moi, donc ça c'était. Mais Tom, non, Tom ça a été plus. J'ai été là tout le temps, trop peut-être, mais j'ai été là. En tout cas, c'est lui qu'on peut plus. On lui demandera. Oui. Ouais, je sais pas. De toute ta carrière, est-ce qu'il y a un film, une série ou un dessin animé qui ressort pour toi? Tu en as cité 2-3, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Une œuvre comme ça, un petit peu à part? Un petit peu à part, j'ai beaucoup aimé faire les films de Brian De Palma. Ah ouais? Ouais, j'ai fait Pulsion. Ouais. Et j'ai fait Blowout. Ok. Et ouais, j'ai bien aimé parce que j'avais encore... Enfin, Nancy Allen c'était sa femme à l'époque. Okay. Et il lui a fait 2 beaux films, 2 très très beaux films. C'est pas les seuls qu'elle ait fait. Enfin, moi, j'en ai doublé que 2, mais... Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé doubler ces deux films. Ça Pourquoi? Parce qu'ils étaient riches dans le. Ouais, puis ça a été. Dans le jeu. Puis je vais être honnête parce que à la base, quand Michel Gass m'a demandé de faire les essais sur Pulsion, j'étais très contente parce que ça changeait un peu de ce que j'avais l'habitude de faire d'une certaine façon. D'accord. Puis j'avais peur de tomber dans un ronron de petite nana mignonne, super sympa et tout, un peu dramatique, un peu triste, un peu machin. Là, c'était complètement différent. C'est une petite pute, elle est dans un... Voilà, elle se fait agresser, on lui dit, il va falloir trouver le tueur en série. C'était un film assez noir, assez... Brian De Palma, ça rigole pas. Hein, ouais, ça rigole pas. Non. Et donc, j'étais... En fait, je trouvais ça plutôt sympa d'essayer de faire ça. D'accord, pour ça, ouais. Et puis, ça a été refusé. Les essais ont été refusés et Michel, qui savait ce qu'il voulait, m'a dit c'est pas grave, on va refaire avec toi, mais on va le faire différemment. Je l'ai refait et j'ai été choisie. Et donc, je l'ai fait. Les filous, les petits voilà. filous. Ouais. Et après, j'ai fait Blowout, qui est arrivé, je sais pas, 3 ans après, je crois, 3-4 ans après. Ouais. Et ça, je l'ai doublé avec Depardieu. Oh. Oui, il doublait, comment il s'appelle le danseur.
Euh, Je sais pas, il y en a d'autres des morceaux, je me rappelle. La fièvre du samedi soir. Ah, de John Travolta? Voilà. Ok. C'était Travolta qui jouait avec lui. Alors, c'était comment l'expérience? Oh bah, Parce écoute, qu'il n'avait pas l'habitude du doublage, lui. Non, mais il a été extrêmement... C'était marrant parce que il connaissait très bien Dominique Besnard. Ouais, Et bien moi sûr. aussi. Parce D'accord. que je connais bien Dominique, mais c'est pas mon copain, mais on se connaît très bien. On s'est rencontrés au moment où tout le monde essayait de tourner et tout ça. Lui était comédien aussi. Ouais. Et il a demandé à Dominique, qui était devenu agent à ce moment-là et tout ça, il lui a dit, moi je dois enregistrer, mais je suis avec une fille qui s'appelle Catherine Lafont. Est-ce que tu crois que ça va aller, ou c'est parce que j'ai promis à John de le doubler. C'était voilà, il y tient beaucoup. Et moi aussi, et Dominique lui a dit, non mais c'est un amour, tu peux y aller, et il a été extrêmement courtois. Ok. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Bah, tu vois. Et ben ouais, comme quoi. Et Exactement. ça s'est très très bien passé. Ça s'est très bien passé. Finalement, Super. ça a été très bien. Puis là, on a pris le temps de travailler, ce qui était super, parce que lui, il avait le droit d'exiger, de demander un petit peu plus de temps. Non, il en a pas fait des tonnes. Hein. Franchement, il a été très gentil. Non, ça s'était bien passé. Belle très bien. expérience alors. Ouais. Ok. Tu as vécu l'évolution du doublage depuis un temps où tout allait moins vite, où on prenait plus de temps pour échanger. Quel est ton sentiment sur cette évolution? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Ou est-ce que c'est mieux maintenant? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense pas que ce soit mieux maintenant, parce que je pense que ça va très, 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 très vite, et qu'on n'a plus le temps de tout en restant simple et sans vouloir compliquer les choses. On n'a plus tellement le temps d'aller au fond des choses, donc je trouve qu'il y a des moments où il y a des choses qui manquent sur un plateau, le temps du travail, le temps de quelle que soit la valeur du DA ou la valeur du comédien, il manque toujours un moment où on aurait pu faire mieux, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu... Et puis c'est pas agréable d'aller vite, c'est pas des choses qu'on a envie de bâcler, c'est pas... Voilà, donc après ça devient de la lecture, et moi ça m'insupporte complètement, ça me plaît pas du tout. Je trouve ça dommage. C'est pas qu'on s'en fout que ça me plaise pas d'ailleurs. Le truc, c'est que, bah non, mais c'est vrai. C'est pas ça qui est important, c'est que ça plaise aux gens qui regardent. Et je trouve ça dommage parfois. Je trouve que ça va très très vite. Quelle est la chose que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Eh ben écoute, je vais te surprendre, mais je crois que, en fait, j'ai aimé découvrir tout ce que j'ai découvert. Donc j'aurais pas aimé qu'on me donne des ficelles avant. Je vois. J'aurais pas aimé ça. J'ai voulu faire ça toujours. J'ai eu envie de le faire bien. J'ai aimé tout ce que j'ai rencontré. J'ai aucun regret par rapport à ce que ce métier m'a apporté j'ai aucun regret. J'ai fait des choix, pas toujours les bons, hein, ça je reconnais, mais ça c'est moi. Monde, hein. Ah bah oui, comme tout le monde, absolument. Mais ce qui me fait plaisir aujourd'hui, où je flirte gaillardement avec mes 80 ans, c'est d'avoir toujours la même envie. Ça m'a pas passé, ça. Ça me manque terriblement. C'est-à-dire que, bon, pour être très honnête, je travaille presque plus, donc quasiment plus du tout d'ailleurs. Et donc, en gros, voilà, parfois les journées sont longues. Alors heureusement, j'ai des souvenirs, hein, depuis l'âge de 15 ans, tu vois, j'ai de quoi faire. Mais ça me manque. Pas jouer la comédie, ça me manque terriblement. Mais ça me manque au même titre que mes enfants me manquent quand je les vois pas, ou mes petits-enfants me manquent quand je les vois pas non plus. Ce que tu Mais disais ça tout me à manque, c'est douloureux. l'heure, les deux axes de ta vie, la famille Absolument. et le métier. C'est une histoire d'amour qui se termine, et c'est toujours douloureux. Se termine lentement, hein, on va continuer à t'appeler. Je sais pas. Si, on va continuer à t'appeler. Oui, bah sûrement. Évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment donné, faut être aussi lucide un peu, hein. Ça fait partie de, tu sais, les jeunes DA qui arrivent, ils ne savent pas qui je suis. Oui. Et bah oui, c'est complètement, non, mais c'est normal. Et la plupart, s'ils m'appellent, je sais pas qui ils sont non plus. Voilà. Après, tous mes amis, enfin les gens avec qui j'ai travaillé le plus, malheureusement, ils sont partis, ou pour certains, ils ont arrêté. Bon. Après, moi, je laisse faire la vie. Je vais pas décider aujourd'hui que je vais m'arrêter. Ça s'arrêtera pour moi tout seul. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais oui, ça me manque. Ça, oui. Oui, t'es pas la première à me le dire.
Jean-Pierre Leroux me disait aussi ça, que Oui. le ralentissement était compliqué à gérer. Ben, complètement. Complètement. Je connais un petit gars qui s'appelle Thomas Sagols. Oui. Que penses-tu de sa carrière au théâtre et au doublage? Ah. Ça, c'est un piège, ça. Alors, qu'est-ce que je pense de sa carrière au doublage? Alors, d'abord, c'est moi qui l'ai fait débuter au doublage. Allez hop. Allez hop, enlevé, ça s'est pesé, c'est fait. Voilà. Donc voilà, ça a été un peu compliqué le départ, hein, parce qu'il a été choisi, c'est sur un rôle qui le dépassait un peu, mais bon, sur lequel il s'est battu, où on a travaillé, il a été top, ça a été super. C'était toi qui dirigeais? Ouais. Ok. Oui, c'était moi. Oui. Ah bah oui. À la badine? Oh bah bien sûr, comme tu sais, je ne sais faire que ça. Donc voilà. Et moi, j'aime sa carrière. J'aime beaucoup sa carrière. J'aime ce qu'il fait. Je l'adore au théâtre. Je l'aime infiniment au théâtre. Je l'ai vu dans Chers parents. Oui. Avec Marie Thiermont. Oui. Et puis Bernard Allan. Oui. Ils m'ont fait pleurer de rire. Ben oui, voilà, absolument. Mais je l'ai vu là dernièrement dans La Double Inconstance. Ouais. Moi, Thomas, il fait un truc incroyable. Il me surprend à chaque fois. Ouais. Je suis chaque fois surprise, chaque fois émue, chaque fois. Je trouve qu'il a du talent. Et voilà, je trouve qu'il a du talent. Je trouve que. T'as vu toutes ces pièces? Ah bah oui. Oh bah oui, qu'elle dit. Je sais pas, t'aurais pu prendre des vacances? Oui, non, je les ai plutôt vus deux, trois fois qu'une. Mais non, je les ai vus. Oui, bien sûr, je les ai vus. Je l'écoute quand je peux. Voilà, moi au doublage, je l'écoute moins parce que quand j'ai la chance de tomber sur un truc qu'il a fait, je l'écoute bien évidemment. Oui, bien évidemment. Mais je l'aime. Il est bien à la télé aussi. Puis il arrive à un moment donné de sa vie où il est un virage, je crois, et un bon virage. Je crois qu'il arrive à un moment où il va enfin quitter l'éternel adolescent qu'il peut être. Non pas pour, c'est pas complètement sa faute, hein, ça, en fait. Quand tu commences à faire des voix très jeunes, moi, pendant tout un temps, ça m'a poursuivi, hein, les voix d'enfants. Les voix de très jeunes, d'un seul coup, quand tu fais Zora Larousse, c'était il y a des tas de choses comme ça qui m'ont poursuivi. Je me disais, oui, mais attends, quand même, j'ai 30 ballets passés, là maintenant, j'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien dire autre chose que des trucs de môme, ça me plairait plus. D'où la satisfaction de faire les Brian De Palma. Oui, parce que ça a été, mais j'avais fait d'autres choses avant, mais tu me demandais des choses qui m'ont marqué. J'ai fait des très beaux téléfilms, hein, ça a pas été, c'est pas, où j'ai fait des très beaux unitaires. J'ai doublé Sally Field, c'est pas moi qui moi j'ai doublé dans 2 téléfilms, et c'est pas moi qui l'a doublé, c'était Monique Thierry qui l'a doublé après, et tellement bien aussi, elle était tellement super et tellement bien que tout ça, c'est parce qu'on faisait partie de la même famille, en fait. On faisait partie de la même famille de comédiens. Et moi, je suis contente que Thomas ait pris une vraie démarche de comédien. Et pas d'être là uniquement pour faire du doublage ou il essaie tout, il tente tout et il est inquiet de tout. Alors ça, pardon, ça doit être génétique, mais alors ça, oui, c'est clair que là, pour le coup, on est pareil. Et je suis très heureuse qu'ils suivent cette voie. Oui, je le trouve très bien, mon fils. Étonnamment. Qui rassure plus l'autre que l'autre? Ah ben, moi, je l'écoute. Maintenant, je le rassure pas, je l'écoute parce qu'il faut l'écouter. Thomas, il parle tellement que c'est insupportable. Donc, de toute façon, c'est un sinon, mais au-delà de tout ce que je peux. Non, je plaisante, mais il a besoin d'être rassuré, Tom. Quelle valeur penses-tu lui avoir fait passer? Déjà que la vie, ça se respecte. Et que une famille, ça se respecte. Que les gens qu'on aime, on les respecte. J'espère que j'ai fait passer ça, que ce métier se respecte. Si on veut le faire bien, il faut le respecter. Ce que je te disais tout à l'heure, sinon un jour ou l'autre, ça te retombe sur le coin du nez. C'est-à-dire le faire sérieusement? Oui, puis le faire avec on signe pas 2 contrats à la fois, on bluffe pas, on n'arrive pas sur un plateau en disant... on ne trompe pas. Non. Ouais. On ne ment pas, on ne trompe pas. Ouais. On fait pas ça. C'est ça, respecter. Pas dans ce métier. Ouais. C'est pas ça. C'est pas ça, ce métier. C'est tout à fait autre chose. C'est pas ça.
faut avoir une certaine éthique, il faut pouvoir se regarder dans la glace le matin quand on se lève en se disant bon, ça va. J'ai bien fait. La décision que j'ai prise, c'est la bonne. On peut hésiter, mais on peut se tromper, hein. Mais je pense lui avoir appris ça. Je pense que je lui ai appris aussi à être honnête dans tout, quoi. Je veux dire, c'est une aux deux, hein, parce que j'en ai quand même élevé 2, dis donc, l'autre, je ne vais pas le laisser de côté. Vous connaissez comme même moi, mais celui-là, je l'ai élevé aussi, et il est pareil, il a 3 enfants, il est top, mon grand-fils, il est absolument, il est super, c'est marrant, ils sont complètement différents tous les deux, j'en ai un qui est un taiseux, et l'autre l'inverse. Tout le temps. Et donc voilà, exactement. Et donc mais je crois que c'est des gars bien. Je crois que ce sont des gars bien, mes fils. Des gens vont recouper et vont penser népotisme. Je recevais il y a 2 semaines Claire Guyot, qui est la maman de Martin Fallu, qui est le fils de Serge Fallu. Oui. En ce qui me concerne, je connaissais personne quand je suis rentré dans le milieu, donc les deux se voient bien. Oui. Mais plutôt que se dire qu'il existe du favoritisme, est-ce qu'on peut pas se dire qu'un enfant qui évolue dans un milieu artistique, de parents artistes, développera plus facilement des sensibilités artistiques à son tour? Quel est ton point de vue à ce sujet? Alors écoute, je vais te dire, le papa de Thomas était réalisateur, Thomas est devenu comédien, mon père à moi était réalisateur, mais de courts-métrages, des photos, des choses comme ça. Il a jamais fait de long métrage, ni ça, mais c'était au moment de la guerre, c'était tout de suite après la guerre. J'ai trempé un peu là-dedans, certainement d'où la facilité avec laquelle ils ont accepté, mon père et ma mère, que moi je prenne ce chemin, parce que papa l'avait fait. Bon, ça a été, et c'est pas les mêmes papas, mais le papa de Frédéric était régisseur de théâtre, je l'ai connu en jouant Le mariage du Figaro. Ouais. Et lui, il voulait être photographe d'abord à la base, et puis ensuite il est devenu réalisateur. Il a été l'assistant du papa de Thomas, donc de son beau-père. En gros, ils ont commencé à travailler ensemble, puis un jour Fred s'est mis à écrire, il a fait des films, il a fait des séries télévisées, beaucoup, il a fait des publicités, il a fait tout ça, et donc, et le fils de Frédéric, son fils aîné, qui a 26 ans, est comédien. D'accord. Il s'appelle Oscar, et c'est un super comédien. Il est en train de monter une pièce qui va jouer au studio du Théâtre Hébertot. Oui. Il a fait Avignon cette année avec une pièce qu'il avait écrite. Il tourne. Et oui, je pense que tout le monde déploie un peu je pense que ça doit être dans les gènes, un peu quelque part, quand même. Ah bah oui, écoute, je pense que oui, forcément. Depuis le temps que j'essaye de comprendre cette question, y a-t-il un gène artistique? Je ne sais pas si c'est le gène artistique ou si c'est la vie qu'on leur fait mener quand on est comédien, et dans lesquels on les englobe, c'est-à-dire que finalement on parle que de ça. Donc en gros, c'est difficile de parler d'autre chose. Quand tu fais ce métier, c'est un peu difficile de parler. Si, on peut pas, bien sûr qu'on parle d'autre chose. Je veux dire, du foot, d'actualité, voilà, des motos dans ton cas. Mais voilà, de tout ce que tu peux. Mais après, tu te mets à la hauteur de tes enfants, bien évidemment. Tu fais ce qu'ils aiment, tu les écoutes, ça fait partie de tout ça. Mais je pense les gens qui rencontrent sont des gens de notre métier, parce que c'est des gens qu'on connaît, c'est des copains, c'est tout ça. Donc forcément, je pense qu'on se transmet tout ça des uns aux autres, c'est sûr. Oscar, moi, je savais pas du tout qu'un jour il serait comédien, et en fait, c'est un super comédien. C'est un super beau garçon, surtout. Il est très très beau. Beau gosse. Ah ouais, très très beau gosse. Et il est très bon, il est excellent. Aujourd'hui, on parle ensemble de divertissement. Est-ce que les formes que prennent le divertissement évoluent avec nous, avec l'âge? Ah bah avec l'âge, avec vous, je pense. Moi, je pense que c'est nous qui trouvons. C'est ce que tu veux savoir. Si tu te divertissais de la même façon il y a 40 ans, 50 ans que de maintenant, ou tu vois, est-ce que... Si je me divertis, non, pas du tout. Non, pas de la même façon. Je me divertissais pas de la même façon. Donc se divertir, c'est ça, évolue avec nous. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est intéressant aussi d'y penser. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que de toute façon,
Puis t'avais pas les mêmes propositions pour te divertir non alors plus. ça, oui. La Alors technologie est différente. lire, moi j'ai toujours énormément lu, donc ça fait partie des divertissements, je trouve. Ouais. Après, j'ai toujours adoré le théâtre, donc j'allais au théâtre, je vais au théâtre, je continue d'y aller. J'ai envie de dire là, que c'est la panoplie de la comédienne. C'est la lecture, voilà. le théâtre. Le théâtre, la marche à pied. Alors ça, c'est moins, mais ok. Bah si, ça fait très bon pour la Ah oui, respiration. c'est très bon pour tout, mais... J'adore voir des films et je suis une bouffeuse de télévision monstrueuse. D'accord. Ouais, je peux avaler, je regarde des séries étrangères, je regarde des séries françaises parce que je veux voir ce qu'on fait en France maintenant. Alors qui c'est qui gagne, la télé ou le livre? Alors, les nuits d'insomnie, la pleine télé. Lune. Les nuits de pleine lune. Les nuits de pleine lune, c'est pas télé le loup-garou, mais c'est... C'est la télé qui gagne. C'est la télé qui gagne. Donc tu regardes plus la télé que tu lis des livres. Bah, je lis la journée, je vais lire au parc Montsouris qui est pas loin de chez moi, je lis chez moi, voilà, mais... Puis les week-ends, je les occupe avec des bouchons, avec des petits bouchons, donc ça c'est bien. Et quand je suis toute seule, je vais au cinéma, je bouge. Tu vas voir tout ? Non. Non, il y a des choses que tu préfères ? Non, il y a des... Non, je vais voir les coups de cœur que je peux avoir en regardant les bandes annonces ou les trucs comme ça. J'ai des coups de cœur pour des films, j'y vais. Et puis à la maison, j'ai une passion pour les vieux westerns, donc je revois tout ça. Ah ouais, c'est toute mon enfance, pas ça. Ok, bon. Quoi, John Wayne ou... John Wayne, Kirk Douglas, ils sont tous ça. J'ai revu les 7 mercenaires 4 fois pendant l'été. Ouais. 4 fois ? Ouais. Pourquoi faire ? Parce que je suis heureuse de les revoir. Je les adore. Je les trouve tous plus. Tu te rends compte de l'affiche qu'il y a dans les 7 mercenaires. Ouais. Alors il y avait Yul Brynner dedans. Il y a Yul Brynner. Il y a comment il s'appelle ? Alors, merci pour les noms. Je pensais que non, je suis navré. Parce que je l'ai vu aussi il n'y a pas longtemps. Il y a Yul Brynner, il y a attends, c'est stupide de pas. Je confonds pas avec les 7 mercenaires, c'est ceux qui arrivent dans un village pour le protéger. Oui, c'est ça, pour le protéger. Oui, bon bah voilà, je dirais ça une autre fois. Ouais, je l'ai vu. Parce que je les mettrai en note. Ça ne reviendra pas ce soir, mais... Oui, il y a eu des remakes, il y a eu des choses comme ça, mais c'est vrai que l'original, Yul Brynner, quoi. Ah bah il y a Yul Brynner, puis oui, il y a pas que lui, hein, il y a pas, mais il est extraordinaire dedans. Ils sont tous incroyables. Ouais. Et il y en a un qui est magnifique, ça m'énerve, la Grande Évasion. Steve McQueen. Voilà. Ah oui. Il y a Steve McQueen dedans. Oui, c'est ça, ok. Mais ouais, c'était... Ah oui. Et c'était des grands quand même. Et je l'ai vu 4 fois parce que j'adore. Il y a des moments que j'adore. Et ça remonte à mon papa qui m'emmenait au cinéma. Voir des westerns. Quand j'avais il m'emmenait au cinéma et j'ai vu... j'ai vu quand les tambours s'arrêteront, qui était, je crois que le film qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est celui-là. C'était un film d'Indiens et de cow-boys. Et les Indiens, quand les tambours s'arrêteront, ils mettront le feu à la chapelle où tout le monde est réfugié dedans. Je l'ai, mais je l'ai en entier celui-là. Pas besoin de mémoire, voilà. Il y a Philippe Pétieux, qui est lui c'était John Wayne. Oui, complètement, mais je comprends tout à fait, bien sûr que oui. Puis il y en a plein à revoir qui sont tous... Ouais, alors moi mon papa il était plus génération Clint. Oui. Donc c'est Clint qui a un peu chassé John Wayne d'Hollywood. Bien sûr. Et du coup, moi je suis un peu plus proche de Clint parce que c'est les films que m'ont montré tes parents, bien sûr, mais complètement. Mais Clint Eastwood, c'est quand même, c'est Clint. C'est un monument. Faut pas. Une poignée de dollars pour tout ça. Mais c'est génial, complètement. Il est en train de faire son tout dernier film là, apparemment, Clint. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mes enfants, Frédéric, mon fils l'a vu, le deuxième juré. Le juré numéro 2. Ouais, je l'ai pas vu, mais j'ai hâte de le voir. Vas-y, moi aussi, j'ai très envie de le voir. Ouais, c'est comme le dernier Clint, c'est un monument quand même. Voilà, exactement, faut y aller. As-tu la sensation que plus le temps passe, plus il passe rapidement ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a des jours où on s'embête un petit peu. Ouais, il y a des jours, les journées sont un peu longues. Tu as fait le tour de ta bibliothèque et tu sais plus. Tu fais le tour de ta bibliothèque, tu fais le... Il y a Netflix aujourd'hui, c'est un peu... Comment ? Il y a Netflix aujourd'hui. Oui, je regarde aussi Netflix, mais bon, ça remplit pas ça remplit pas toute la journée non plus, tu vois, il y a quand même... il y en a qui sont... Oui, je peux me faire une série dans la nuit, ça me fait absolument pas peur, ça c'est certain, ça me fait pas peur du tout, c'est le lendemain matin qui est plus difficile. Ah oui, il faut bien dormir. Mais il faut bien quand même se lever, il faut quand même bouger, il faut quand même... voilà.
Non, j'ai pas l'impression que le temps passe plus vite. Non, je voudrais qu'il en reste encore un petit peu parce que j'ai envie de voir grandir mes deux derniers petits bouts. J'ai envie de les... Et je vais être arrière-grand-mère et donc j'aimerais bien arriver à ça avec le sourire et pas... il est pour bientôt, hein, donc avec un tout petit peu de chance, on verra. Inch'Allah. S'il est vraiment pour bientôt, oui, ça va se faire. Oui, il est pour le mois de mars, donc normalement ça devrait peut-être aller. Que souhaites-tu pour l'avenir? Oui, qu'il dure encore un peu, qu'il soit pas tout... Voilà. Voir tes petits-enfants et travailler un petit peu quand même. Voir mes petits-enfants, travailler encore un peu, parce que j'en ai vraiment envie, et voilà, mais ce que je souhaite surtout pour l'avenir, je souhaite que pour vous, qui êtes là, aujourd'hui, tous, moi je me fais beaucoup de soucis pour tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça m'atteint profondément, tout ce qui se passe. Des choses en particulier? Bon, la guerre d'Israël et de la Palestine, la guerre en Ukraine, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ce qui vient d'arriver aux États-Unis, parce que je considère que c'est quand même... Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Je suis pas sûre que les Américains soient plus heureux demain qu'ils l'ont été hier, avec la venue de Trump, mais ça ne regarde que moi. C'est pas mais j'entendais des choses... de mettre, je sais plus comment il s'appelle, ce richissime milliardaire qui va maintenant driver les affaires des États-Unis. Elon Musk. C'est ça, voilà. Et tout ce qui va se passer pour l'immigration, pour tout ça, ça me terrorise. Moi, j'ai vécu l'après-guerre. Hein. Mm-hmm. La France était abîmée, elle était malheureuse, elle était blessée, elle était tout ce qu'on veut, mais il y avait une joie de vivre quand même, il y avait une envie de recommencer quelque chose, il y avait une envie j'ai plus ce sentiment-là du tout, même chez nous, tu vois, je trouve qu'on est triste, on est devenu, c'est une fatalité, donc les trucs s'amoncellent les uns sur les autres, les agriculteurs sont malheureux, la santé publique va mal, tu te dis, mais attends, alors, moi, ça n'a pas beaucoup d'impact sur moi parce que ma vie, elle est derrière, elle n'est pas devant, faut être lucide. Mais pour vous qui êtes là, je partirai pas tranquille. Voilà. Moi qui aimais bien partir tranquille quand je laissais les enfants, je partirai pas tranquille en les laissant. Pas du tout. T'as une solution pour partir tranquille? Que tout aille bien, que ce soit la paix dans le monde, que d'un seul coup le printemps ressemble à un printemps, que l'été soit un été, que l'hiver ait de la neige, que voilà, que l'automne ait des feuilles mortes, ça y a eu, c'est fait, voilà, c'est. Mais non, j'ai pas de solution, mais que les gens apprennent à s'aimer, à se comprendre, à vivre ensemble, à avoir envie de créer, que le cinéma continue, que la télé continue, que le théâtre continue, que la musique continue, que tout ça continue pour enfin retrouver un monde qui soit heureux. Même si malheureusement on peut pas vivre sans guerre, je crois que malheureusement c'est comme ça, on peut pas, mais qu'au moins tout ça là aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de nous, les inondations, tout ça fait peur quoi. Et moi je veux pas être alarmiste du tout parce que c'est comme ça, les nouvelles le sont terriblement, mais je suis pas tranquille, oui, ça c'est sûr. Donc les artistes ont leur rôle à jouer. Évidemment, continuer de distraire, continuer bien sûr de toucher les gens, de les faire rire, de leur donner du bonheur, de les obliger à voir des jolies choses, de les obliger à penser qu'il y a une vie qui va revenir. Je suis sûre que ça va, ça va revenir. Il y a de la lumière au bout du tunnel quand même. Sûrement. Oui, il y a quelques pistes d'amélioration et de... Sûrement. Oui. Pour conclure, tu as une jolie carrière, bien remplie, bien fournie. Est-ce qu'un rôle t'a déjà fait réfléchir au-delà du cadre artistique, par exemple sur la nature humaine? Un rôle pour moi, à moi, un rôle à toi? Non, pas vraiment. Non, franchement, non. Rien ne m'a fait. J'ai pas toujours été en accord avec tous les rôles que je faisais ou que j'interprétais Mais tu sais, compte tenu de ma nature et de ce qu'on m'a donné, on m'a jamais donné des choses tellement éloignées de moi. À part
dans le doublage où là c'est quelque chose de complètement différent. Mais là je faisais la différence. Je veux dire que j'étais là pour rendre au mieux possible ce que le comédien qui l'avait joué, enfin la comédienne du moins, qui l'avait joué essayait avait fait. J'étais là pour, par honnêteté et par essayer d'être aussi bien qu'elle si c'était possible. Mais pour essayer de donner la vérité de ce qu'elle avait essayé de faire. Et moi, j'avais envie d'être vraie, j'avais envie d'être authentique, j'avais envie... Mais en fait, ça m'est arrivé de me dire, dis donc, c'était une salope, celle-là. Oui, mais ça m'a pas fait la nature humaine. Tu sais, j'ai pas eu besoin des rôles pour réfléchir, en fait, je crois, sur la nature humaine. Parfois, on croise des gens où on se dit, c'est pas exactement comme ça que je le voyais ou comme ça que je voyais les choses. J'ai pas eu besoin de rôle pour ça. Ouais. Parfois, on se dit, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot, oui. Écoute... Les psys n'ont jamais eu autant de boulot qu'aujourd'hui. Hein. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais bon, en même temps, le problème, c'est qu'on coupe les liens. Plus on se virtualise, plus on se... Bien sûr. Plus on connecte, tu vois. Mais je crois que ça, c'est terrible. Plus on se déconnecte de la réalité, complètement. Et du coup, plus on perd le sens et les liens avec l'humain. Avec l'humain, complètement. Et tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. J'aime bien réserver un petit temps dans la semaine pour discuter vraiment avec quelqu'un. Mais c'est cool, tu le fais très bien. En plus, c'est un moment que j'apprécie vraiment. Mais ça se sent. Et du coup, se sent tout à fait. Ça manque un petit peu aujourd'hui d'avoir ces rapports-là, on les a plus du tout, tu sais. Voilà. Parce que tu peux plus décrocher ton téléphone pour demander un truc à un humain. Ouais. T'as forcément une plaque, un endroit un truc qui te répond en te disant vous êtes sur... Et tu dis oui, non, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je voudrais parler à madame Untel ou monsieur machin, peu importe, mais j'ai envie de parler à quelqu'un qui puisse me répondre. Et c'est d'où l'intérêt de faire son marché et d'aller voir les commerçants directement et de pas passer par Internet pour faire tes courses, quoi. Je comprends que les mamans ou les gens soient pressés mais qu'est-ce qu'on perd comme contact avec ça? C'est effrayant, quoi. Ouais. Tu vas plus chercher ta salade, tu la commandes, on te la porte. L'intérêt, c'est quoi? C'est à moins de taper la discute avec le livreur, mais c'est pas toujours le cas, autre chose à faire, malheureux, ouais, c'est même complètement. Alors que quand tu vas au marché, tu peux discuter, tu peux quand même, puis t'entends les gens autour de toi, tu les vois, c'est toujours amusant de regarder les gens, c'est amusant, ça fait partie des moments de la vie qui sont agréables. Puis il y a une chose qui commence à revenir, je trouve. Alors ça, c'est peut-être moi qui suis... Mais je trouve que les gens recommencent à se sourire sur les trottoirs. Oh, si t'as remarqué ça, c'est chouette. Ouais, j'ai remarqué ça parce que ça de temps en temps, quand tu regardais les gens, t'avais toujours un regard, on a l'air de dire pourquoi elle me regarde ou pourquoi il... Ouais. Et t'as des gens qui te disent bonjour et tu te dis, ils ont raison. Je pense qu'on est arrivé à un tel extrême de déconnexion, que les gens commencent sincèrement à ressentir ce manque de contact. Exactement. Bien sûr. Et du coup, on est tellement... Les médias ont une part de responsabilité là-dedans. On est tellement à véhiculer que des mauvaises nouvelles. Qu'on n'ose plus se parler. Hein. Ça nous effraie. Enfin, ça fait peur de se parler, oui, tout à fait. Mais Et puis, en y réfléchissant, on se dit... Mais tout le monde ne peut pas être si mauvais. Bon, bien sûr que non. Et si j'avais une part de responsabilité là-dedans? Mais bien sûr. Et si je disais bonjour le premier pour voir ce qui se passe? Mais bien sûr, complètement. Et souvent, il est vrai, quand on fait cet effort, on se rend compte qu'il y a du répondant en face. Ah, mais bien sûr que oui. Et tu sais, à une époque, moi, quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais une jeune fille, que j'étais mignonne. J'étais mignonne et tout. Et quand alors, ça va faire bondir les foules, ça. Pas les foules. Parce que quand un peintre au bâtiment ou un mec qui faisait me sifflait en me disant bonjour mademoiselle, mais je répondais bonjour monsieur avec le sourire, quoi. J'ai pas du tout l'impression de vivre une agression sexuelle. J'avais pas du tout l'impression qu'on m'agressait, pas du tout. Alors que maintenant, je trouve que quelque part, je trouve très bien qu'on fasse la guerre à tout ça, que ce soit... et je trouve même que parfois ça va pas. Il faut le dire, il faut le... Il faut le dénoncer, il faut le dire. Voilà. Mais il y a des moments... Mais il ne faut pas généraliser. Mais non, mais c'est ça. Et puis il faut prendre ce qu'on vous donne. Je veux dire qu'un sourire en disant bonjour madame, bonjour mademoiselle, ou oh, vous êtes jolie aujourd'hui, comme un compliment et pas d'un seul coup, quoi, mais qu'est-ce que tu me veux, mais il m'a agressé. Voilà. C'est pas une agression, ça. Il y a quelque chose qui est très important dans notre métier, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, ça s'appelle l'intention. Oui.
l'intention de jeu. Et je crois que c'est la clé derrière tout ça. Peu importe ce qu'on te dit, c'est l'intention qui compte. Voilà. Et tu le vois très bien dans les yeux des gens, tu vois très bien si ça va ou si ça va pas, ou si il y a une bonne intention effectivement derrière, ou si au contraire, c'est bien sûr que oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pas si compliqué à déceler. Non. La bienveillance, elle existe, elle est là. Elle est là, oui. Il faut aller la chercher, il faut la provoquer aussi. Aussi, bien sûr que oui, tout à fait. Ouais. Merci Catherine pour ce bon moment. Merci à toi Mathieu, c'était super. Allez, salut l'artiste. Salut.